Alors, bonsoir à toutes et à tous. Là, ce soir, nous ne sommes que des femmes pour cet atelier Inspiractif avec Magali Barcelot. Je remercie celles et ceux qui nous écoutent en replay. Et puis vous, là, les filles qui êtes présentes. On fait toujours un petit tour de présentation avant de lancer l'enregistrement. Voilà. Et ce soir, on a comme par hasard des profils, soit qui se sont découverts sur le tard, avec ce qu'on appelle les zèbres, hein, les rayures, ou en tout cas qui se posent des questions sur leur fonctionnement neuro, psycho, etc. Des personnes qui travaillent aussi avec l'humain au quotidien. Et donc, je pense que ce qu'on va pouvoir partager entre nous ce soir et que vous pouvez écouter en replay, ça vous donnera beaucoup de clés aussi, vous les accompagnants ou vous, personnes en individuel qui vous posez des questions sur vos fonctionnements. Et puis j'ai envie de dire que le rapport au temps, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc, qu'on soit, entre guillemets, étiqueté, neuroatypique ou pas, les clés que Magali va vous transmettre ce soir seront intéressantes pour tout le monde. Comme il n'y a pas de hasard, moi, j'y crois fort qu'il n'y a pas de hasard. J'ai réalisé ce matin, alors avec Magali, on fait partie d'un groupe d'entrepreneurs que j'ai créé, un mastermind qu'on appelle la concerie. Et donc, ce matin, dans la concerie, je leur disais, ouh là là, mais en fait, je suis en train de réaliser que je suis vraiment en limite de basculer dans le burn-out, qu'il serait temps que je me réveille. Rapport au temps, quoi. Voilà, et puis fonctionnement de zèbre, entre guillemets. Moi aussi, comme certaines ici, j'ai découvert mon neuroatypisme sur le tard. Je me suis mieux comprise. Après, j'ai aussi pris du recul sur ce sujet-là parce que j'ai compris qu'il y avait des choses qui étaient liées à des traumas et qui n'étaient pas forcément que j'étais câblée différemment, que j'avais peut-être des traumas aussi que je ne voulais pas voir sur certaines choses. Donc, c'est un sujet dont on discute beaucoup avec Magali. Donc, elle va pouvoir vous parler de tout ça par le biais du rapport au temps. C'est une thématique qui arrive parfaitement bien derrière les autres ateliers qu'on a fait avant, à savoir le premier que j'ai animé sur la planification dans la sérénité et le second sur la visualisation créatrice. Donc, comment passer en réalité nos envies et nos rêves. Et donc là, on est sur le rapport au temps, comme par hasard. On arrive dans la foulée, voilà. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est Magali va vous présenter son approche, son expérience. Donc, sachez que Magali, c'est quelqu'un qui accompagne l'humain depuis plus de 30 ans, qui s'est spécialisé récemment entre guillemets, sur les profils neuroatypiques après avoir découvert le sien. Vous pouvez retrouver son interview sur ma chaîne YouTube, où justement elle parle de son histoire. L'idée des ateliers, c'est qu'ils soient liés avec des interviews. Donc, vous pouvez découvrir les intervenants avant en interview et comme ça, un petit peu plus interagir avec eux, aller plus en profondeur. Donc, l'idée des ateliers, vraiment, c'est que vous puissiez poser des questions à Magali. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir vos micros. On est un petit comité, c'est l'avantage. Voilà, c'est que vous pouvez interagir avec Magali. Et donc, il y aura peut-être des gens qui vont partir en cours de route. C'est ça, s'écouter. On parle justement de ça aussi. Voilà, je vous parlais de burn-out. Ça passe par là aussi, quoi. Merci en tout cas d'être là. Et je te donne la parole, Magali. Merci Anne. Et merci à vous d'être là. Et puis merci à ceux qui nous écouteront en replay aussi, bien sûr. Eh bien, il y a beaucoup de choses dont je peux parler, effectivement. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir en détail, mais on va faire le maximum. Et pour ceux qui nous écoutent en replay, sachez qu'on a déjà fait ce qu'on appelle un pré-contact. Avant de se brancher, on a déjà fait un petit tour de présentation. Donc, les personnes qui sont là ne vont pas forcément se présenter, mais sachez qu'elles viennent de France et d'ailleurs, le Québec notamment, et qu'on est très contente de pouvoir animer ensemble cet atelier ce soir. Alors, Anne, eh bien, effectivement, nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans bientôt, je ne sais plus, 1 an et demi, presque 2 ans. Et donc, tout de suite, nous nous sommes connectés sur le sujet qui est le mien, effectivement, le haut potentiel. Et il y a eu donc l'idée de l'interview qui est venue. Et quand Anne m'a proposé d'animer cet atelier, l'idée, c'était, faire un atelier sur le haut potentiel, oui, pourquoi pas, mais bon, j'en fais régulièrement, il y a des conférences qui circulent. Eh bien, pourquoi pas choisir le thème du temps?
Voilà, et donc on est parti sur ce thème du temps parce que c'est un sujet qui effectivement fait réfléchir et auquel moi j'ai réfléchi depuis un certain temps. Donc je vais peut-être commencer par me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas. Je suis donc Magali Barcelot, j'habite à Montpellier dans le sud de la France, ça je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure dans le pré-contact. Et je suis donc révélatrice de potentiel. Ça veut dire quoi tout ça? En fait, je suis gestalt thérapeute. Qu'est-ce que c'est que ce vilain mot? La Gestalt, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un courant de psychothérapie humaniste qui fait partie des psychothérapies relationnelles. Et pour résumer, c'est un courant de psychothérapie qui est centré sur la relation, le contact, la façon dont on est en contact avec soi, avec les autres, avec son environnement. Donc c'est quelque chose que j'ai connu très tôt, au début de ma carrière professionnelle et qui m'a beaucoup plu. Et donc j'ai décidé à un moment donné de devenir Gestalt thérapeute. Alors, mon parcours très rapidement, j'ai commencé dans le commerce, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, enfin si, en partie. J'ai poursuivi mon activité dans la découverte de la vie d'un entrepreneur. J'ai créé une entreprise, donc j'ai animé des équipes et c'était une belle expérience pendant plusieurs années. Et là, je faisais du conseil en communication, en qualité des relations commerciales, etc. pour découvrir à ce moment-là la Gestalt thérapie. Et la sophrologie aussi, qui a été une étape. Et là, eh bien, révélation, j'ai eu envie d'utiliser cet outil pour, au départ, l'utiliser dans mes formations, puisque mon métier de base, encore à ce moment-là, c'était animer des formations en entreprise. Et finalement, j'ai ouvert un cabinet. Et puis, au bout de quelques années, il y a eu une bascule. J'ai décidé de travailler en libéral et de ne faire que de la formation et de l'accompagnement individuel ou en groupe, donc pour des particuliers. Voilà, j'ai essayé de résumer. Et puis, bien, ça fait maintenant effectivement 30 ans que je suis entrepreneuse, on va dire, et 20 ou 22 ans que j'accompagne des personnes en psychothérapie, en gestalt thérapie. Et ça fait 8 ans maintenant, 8 ou 9, je ne sais plus, que je me suis spécialisée dans l'accompagnement des profils à haut potentiel. Alors, comme le disait Anne tout à l'heure, effectivement, c'est quelque chose que j'ai découvert en cours de route et à quoi je ne m'attendais pas. J'ai découvert ça par le biais de ma fille. J'ai une fille, j'ai été maman tardivement, j'ai une fille qui a bientôt 15 ans. Et en fait, voilà, en grandissant, on voyait qu'elle avait un comportement particulier et on a été amené sur ce chemin-là pour découvrir qu'elle était un profil à haut potentiel qu'on appelait les enfants précoces. Et donc très vite, on m'a dit qu'effectivement, quand on a un enfant précoce, la question c'est de se dire mais lequel des deux parents ou peut-être les deux parents l'ont transmis, parce qu'en général, ça se transmet. Alors là, tiens donc, quelle drôle d'idée. Et puis, la deuxième idée, c'était, oui, mais quand on est comme ça quand on est enfant, mais c'est un fonctionnement cognitif et psycho-affectif qu'on garde toute sa vie. Ah bon? Et donc là, double électrochoc pour moi. Je me suis dit, oh là là, mais non, c'est pas possible, parce que quand je la voyais évoluer, je me disais, mais oui, mais moi j'étais comme ça quand j'étais petite, ça va lui passer, quoi. Et je ne voyais pas du tout autre chose que ça, et donc j'ai eu envie et besoin d'aller chercher de l'information, de me renseigner, pour me rendre compte très vite que j'étais probablement concernée. Donc, j'ai, comme certaines d'entre vous peut-être, ceux qui nous écouteront en replay, eu envie d'aller savoir davantage et j'ai donc passé les tests pour en avoir la confirmation. Et comme j'étais gestalt thérapeute bien installée dans mon métier, je me suis rendu compte que, sans le savoir, finalement, quand j'ai commencé à comprendre ces profils, beaucoup de personnes dans ma clientèle avaient probablement ce profil. Et là, je me suis rendu compte que ma pratique de la Gestalt, qui est vraiment, comme je vous le disais, centrée sur la relation, le contact et vraiment l'authenticité, l'implication dans la relation, était vraiment très bien adaptée et que finalement, j'avais eu la chance, moi, avec le profil que j'avais sans le savoir, de découvrir ça sur mon parcours. Je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que sinon, je serais peut-être partie un peu dans tous les sens. Et donc, j'ai eu envie d'en savoir davantage. Je me suis passionnée pour le sujet. J'ai rejoint une association qui s'appelle l'AFEP, Association française. Avant, c'était pour les enfants précoces, maintenant, c'est pour les enfants à haut potentiel. Ils ont rajouté le H au milieu. Et qui s'occupe aussi des adultes, parce que c'est une association qui existe depuis 30 ans. J'ai rejoint cette association en tant que membre bénévole. Aujourd'hui, j'anime régulièrement des conférences pour eux et donc je suis toujours en lien avec eux. J'ai donc lu beaucoup de choses sur le sujet et je me suis formée, j'ai cherché des formations et ce n'était pas facile.
voilà en fait comment je suis arrivée à petit me spécialiser et travailler, rechercher et faire moi-même mon apprentissage aussi avec d'autres personnes avec qui j'ai partagé cette envie, ce désir d'aller plus loin. Et donc aujourd'hui, eh bien, je pratique mon métier avec essentiellement des profils à haut potentiel. Parfois, il y a des personnes qui viennent vers moi qui ne le savent pas, qui ne viennent pas pour ça, mais j'ai quand même essentiellement des personnes qui viennent avec cette demande-là. J'accompagne donc des adultes et des adolescents. J'interviens en entreprise avec aussi des interventions en conférence pour diffuser l'information dans les entreprises. Petit à petit, on y vient. Et pour sensibiliser les managers au fait que ces personnes-là, on ne peut pas les manager de la même façon. Et puis, qu'est-ce que je fais encore? Oui, j'anime des conférences et j'ai créé l'an dernier une formation qui s'adresse aux professionnels de l'accompagnement pour apprendre à accompagner ces profils à haut potentiel. Donc, depuis l'an dernier, je forme les professionnels de l'accompagnement, les coachs, les psys, les enseignants, les consultants, les formateurs qui veulent se former pour mieux appréhender ces profils et les professionnels de santé également. Donc, on a construit avec une amie psychologue un programme très complet et donc on en a un qui démarre d'ailleurs le 7 mars. Donc, si vous voulez l'information, bien sûr, je vous la donnerai. Voilà où j'en suis dans mon parcours. Et donc, eh bien, pour moi, ça a été une véritable clé de voûte, ce parcours-là, cette découverte-là surtout. Quand j'ai appris ça, quand j'ai conscientisé tout ça, je me suis dit, mais en fait, il me manquait un truc par rapport à tout mon parcours, à tout le chemin que j'avais pu faire, le développement personnel qui avait été le mien, les années de psychothérapie que j'ai fait et que j'ai eu à faire aussi avec mon métier. J'avais l'impression que je comprenais comment, petit à petit, j'avais avancé sur mon chemin, mais il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était cette clé de voûte. Et alors là, tout s'est ouvert et j'ai vraiment ressenti quelque chose de waouh, ça y est, je sais où est ma place, c'est bon, je suis là, je sais qui je suis. Enfin, vraiment, il y avait une limpidité, il y avait quelque chose de fluide et ça a vraiment radicalement changé ma perspective, en tout cas. C'est un peu ce que tu disais, ce que disaient les participantes et qui nous est tous arrivé quelque part, c'est quand on l'a découvert, c'est un peu comme si le puzzle apparaissait sous nos yeux et qu'on se disait, ah mais voilà, tout s'explique, en fait tout fait sens et c'est pour ça qu'il m'est arrivé ceci, cela, que je me sens comme ci, comme ci, comme ça. C'est vrai que c'est... Alors, tout ne s'explique pas par là, mais en tout cas, c'est une porte ouverte vers la connaissance de soi beaucoup plus pointue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on découvre ça et à partir du moment où on s'informe, parce que moi, le conseil que je vous donnerai en priorité, c'est d'aller chercher l'information. Il ne suffit pas de se dire, oh ben voilà, je suis comme ça, et puis c'est tout. C'est qu'est-ce que c'est d'abord ce profil? Alors, le sujet de ce soir, c'est pas ça, donc je ne développerai pas tout ça, mais on reviendra au temps. Mais c'est important qu'on pose ces bases-là. Je vous invite vraiment, je vous encourage à aller voir ce que ça veut dire ce profil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que d'être à haut potentiel? Qu'est-ce qu'on appelle le haut potentiel? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre comportement psycho-affectif, cognitif, etc. Il faut vraiment se documenter. Et puis, comment, Magali, à quel moment ça arrive dans notre vie? Magali, on mettra sous le replay une liste de références. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet, ils ne sont pas tous de même qualité. Donc, vous allez sur mon site, il y a une bibliographie. En plus, voilà. Mais on le mettra aussi sous le replay, ça sera intéressant, je pense. D'accord. Je peux vous donner des liens aussi des dernières conférences qu'on a pu faire sur le sujet avec mon ami Emmanuel, avec qui je fais beaucoup de conférences. Enfin bon, voilà, si vous voulez des liens, des infos, vous me dites et je vous donnerai toutes les infos qu'il faut. Mais en tout cas, premier conseil est précieux, savoir de quoi on parle avant de se dire, voilà, je suis comme ça et pourquoi, comment. Et prendre le temps de s'approprier ce profil si on découvre que c'est son profil. Et puis surtout, savoir à quel moment ça arrive dans sa vie. C'est pas à n'importe quel moment et c'est peut-être pas la priorité. Moi, il y a des personnes parfois qui viennent me voir, même si j'ai des soupçons sur leur profil, je vais peut-être pas mettre ça sur le devant parce qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie qui ont besoin d'être déjà dépliées, regardées avant d'en arriver à je me préoccupe de savoir comment je fonctionne. Donc, il y a vraiment Magali, je te coupe juste. On a une question. Alors moi, je tenterai une réponse, mais c'est Isabelle qui nous dit profil neuroatypique et haut potentiel parle-t-on de la même chose? En fait, moi, l'explication que j'ai compris et que j'ai mis, c'est le neuroatypique permet d'être un petit peu plus large et d'être moins aussi enfermant et aussi peut-être moins clivant que les mots douance ou que les mots surdoués et tout ça. Je peux dire 2 mots de la terminologie.
tous les mots que l'on utilise désignent la même chose, c'est-à-dire un profil. Bon, alors, je ne veux pas rentrer encore une fois dans le détail là parce que sinon on est là jusqu'à minuit, mais en fait, il y a un fonctionnement dont l'origine est neurophysiologique. Il y a une amygdale au milieu du cerveau qui régule les émotions, qui est beaucoup plus importante et qui provoque donc une hypersensibilité, qui provoque une hyperesthésie, qui provoque beaucoup de choses. Donc, vous pourrez aller voir dans tous les détails. J'en reprendrai certains tout à l'heure au sujet du temps. Donc, cette amygdale, elle est à l'origine de ce fonctionnement, hein, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Et il y a aussi des connexions neuronales qui sont très courtes et beaucoup plus nombreuses que chez d'autres personnes. Et c'est tout ça qui provoque ce fonctionnement cognitif. Mais ce fonctionnement cognitif, on l'appelle la douance. On l'appelle, alors ça peut être les doués, les surdoués, ça peut être les hauts potentiels intellectuel, HPI, ça peut être les multipotentiels, ça peut être les phylocognitifs, ça peut être les zèbres, comme les a appelés Jeanne Siofachin, parce qu'elle considère que ce sont des animaux qui se remarquent parmi les autres et qui sont très fragiles, sont très sensibles, se déplacent toujours en troupeau, et j'aime bien quand elle dit qu'ils ont tous des rayures, mais il n'y en a pas deux pareils. Donc voilà, ça fait partie des choses aussi. Alors on parle des profils atypiques, on parle des hypersensibles aussi. Alors c'est un petit peu différent parce que tous les hypersensibles ne sont pas des hauts potentiels, mais les hauts potentiels sont très souvent hypersensibles. Il y en a quelques-uns qu'on ne peut pas mettre dans la case hypersensible, si j'aime pas parler de case, mais bon, voilà. Mais en tout cas, les hypersensibles, c'est encore une catégorie, ils représentent 20 à 30% de la population, alors que les surdoués, c'est 2,3% que j'élargirai à près de 10% parce qu'on peut aller en dessous, hein, c'est une histoire de chiffres de QI, mais des gens qui sont à 120 ou 125 sont aussi concernés par l'hypersensibilité ou par l'hyperesthésie ou par certaines caractéristiques. Donc, et les troubles, juste vite fait, troubles 10, est-ce qu'on les rentre là-dedans ou c'est autre chose? Alors, tous les doués, on va dire les hauts potentiels, hein, mais ça résume tous les termes que je vous ai cités. Les hauts potentiels, les HPI, peuvent avoir des troubles associés. Pas toujours, mais beaucoup, enfin un certain nombre de hauts potentiels ont des troubles associés. Alors, ces troubles associés, effectivement, c'est tout ce qui est dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on retrouve très souvent chez les HPI ces troubles. Et parfois, les troubles vont masquer le haut potentiel ou le haut potentiel va masquer les troubles. Bien souvent, on découvre ça sur le tard parce qu'on n'a pas identifié. Mais tous les hauts potentiels n'ont pas des troubles associés. En tout cas, vous posez une bonne question parce que, en tout cas, quand on est praticien, quand on accompagne des gens, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Ça fait partie de la formation qu'on donne, d'apprendre à savoir les repérer, savoir distinguer. Voilà. Et une dernière question de définition, parce que voilà, on était sur le rapport au temps, mais c'est vrai que c'est hyper important de poser ces bases pour qu'après, ce dont on parle aussi, que les questions ne restent pas dans la tête pour embrouiller. Est-ce que hyperesthésie égale hypersensibilité? Alors, l'hypersensibilité, on en parle surtout dans le niveau émotionnel. C'est dans quelle émotion on est, comment on est sensible aux situations, comment on réagit, comment on est touché sur le plan affectif. L'hyperesthésie, c'est plus les sens, en fait. La réaction au bruit, la réaction aux odeurs, la réaction au toucher, enfin tous les sens peuvent être plus importants chez les HPI, peut-être pas tous à la fois, on peut développer certains sens de façon plus aiguë. Alors, mais on est d'accord que souvent, on regroupe quand même, moi personnellement, voilà, je peux parler à la place des autres personnes, mais je regroupe quand même un petit peu tout le package, tu vois. Oui. Donc, c'est vrai qu'à part les troubles 10, je pense, mais c'est vrai que l'hyperesthésie, l'hypersensibilité, pour moi, effectivement, j'aurais tendance à les associer, tu vois. En fait, c'est comme si cette amygdale qui régule les émotions et qui est plus importante faisait qu'on a moins de barrières par rapport à ce qui se passe autour de nous et on est beaucoup plus réactif, on est comme des éponges. Donc, quand vous allez, c'est un exemple que je prends souvent, quand vous allez au restaurant et que d'ailleurs, j'étais à midi, je suis allée déjeuner avec une amie et je me suis rendu compte à quel point, à un moment donné,
j'étais gênée parce qu'il y avait une table pas loin de nous, j'entendais toute la conversation et je suivais la conversation malgré moi, tout en l'écoutant elle, en entendant ce qui se passait autour. Et vous sortez de là, vous êtes fatigué, vous ne savez pas pourquoi. Bah si, vous savez pourquoi. Quand vous êtes attentif, vous dites, oh là, alors moi, quand c'est comme ça, je respire un grand coup, je m'oblige à couper, je sais que si je ne fais pas ça, je vais sortir, je vais être comme si j'étais passée dans le tambour de la machine à laver. Donc, il faut être attentif au fait qu'on est peut-être plus fatigable du fait qu'on perçoit les choses beaucoup plus que les autres. Les autres, ils arrivent peut-être à se couper. Vous voyez, quelqu'un qui ne serait pas comme ça, bah, il oublie ce qui se dit à côté, il arrive très bien à suivre, à se couper de ce qui se passe à côté. Alors moi, je peux suivre la conversation de droite, la conversation de gauche, etc. Voilà. OK pour ça. Donc voilà, l'hyperesthésie, c'est plus les sens, alors que l'hypersensibilité, c'est plus des émotions. On peut le dire comme ça. Allez, la petite dernière pour la route. Est-ce le pourcentage de HP ayant des troubles 10, est-ce que tu aurais ça? Non, je ne le connais pas par cœur. Je ne sais même pas si c'est établi quelque part. Non, je ne saurais pas le dire. Et toi, dans tes pratiques, est-ce que tu pourrais dire que c'est quasiment tous tes clients ou pas? Non, hein? Non, il y a des personnes qui n'ont pas du tout de 10. C'est Fabrice Michaud qui intervient aussi souvent en complément, et qui dit non, mais il y a des HPI qui vont bien. Alors, ça ne veut pas dire que si on n'a pas de trouble 10, on va bien. Mais en tout cas, il y a les HPI qui n'ont pas de troubles associés et les autres. Et alors, ce qu'on repère, bon, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais quand on passe les tests, on parle d'homogénéité ou d'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'il y a 4 indices qui sont mesurés, et si les 4 indices sont dans une même tranche, on peut dire que c'est homogène. S'il y a trop d'écart entre certains des indices testés, alors on va parler d'hétérogénéité. Et quand c'est hétérogène, il est difficile aux spécialistes de fixer un chiffre de QI. On ne peut pas faire la moyenne en fait, parce qu'il y a trop d'écart. Et quand c'est comme ça peut être un peu délicat de se situer. Mais bon, les bons professionnels sauront vous aider à vous situer. Et bien souvent, on se rend compte que quand il y a hétérogénéité, il y a présence de troubles associés. Voilà. Ça va, c'est clair pour vous? Je me demandais, Magali, tu vas nous présenter les différents rapports au temps et après, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez réagir en disant sur lesquels vous vous êtes senti concerné. Peut-être est-ce que, vous voyez, et après, comme ça, on pourra poursuivre. Ça pourrait être intéressant. Voilà, Ça te va? je propose de déplier les idées que j'ai envie de vous soumettre comme ça, mais vous allez voir, je vais vous poser des questions et on va interagir très vite. Par exemple, vous pouvez réagir dans le chat si vous voulez. Le temps pour vous, comme ça, si vous donnez une définition au temps ou un mot, qu'est-ce qui vous vient? Quand on parle de temps, quel est le synonyme qui vous vient? Tiens, voilà. Alors moi, je vais parler du coup pendant qu'elles écrivent. Moi, il m'est venu quand j'ai fait la publication Tempus Fugit, donc le temps, ça file. Le temps, ça file. Et pour vous, le temps, c'est quoi? Avez-vous une idée dans le chat? J'ai jamais assez de temps. Ok. Protéiforme, j'ignore pourquoi. C'est le mot qui s'est imposé. Je ne sais pas quel sens y mettre. Ok. Comme Isabelle, jamais assez de temps. Un petit peu comme moi, ça file, quoi. C'est un peu ça. On court après. Ok. Et tout me prend beaucoup de temps. Ok. Ouais. Et là, on réalise que le temps, c'est quand même le bien le plus précieux, finalement. Parce que tout le monde court toujours après le temps, on n'a jamais assez de temps et bien souvent, on se dit oui, ce qu'il faut, c'est de l'argent, mais moi, je dis non, je préfère dire que ce qu'il me faut, c'est du temps. On a toujours l'impression de le perdre et de ne pas le remplir suffisamment bien. Croyance que je vais pouvoir faire 10 fois plus de choses que ce que je peux faire, je suis complètement d'accord. Ok, Julie. Ok, donc c'est pas évident de définir le temps, mais en tout cas, c'est ça que ça vous dit. Alors, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Alors, je vais te mettre animatrice, comme ça tu pourras partager ton écran. Et puis après, je récupérerai. C'est ok? Non, tu ne l'es pas encore, attends. Et on dirait, non?
Non, tu es épinglée, mais tu n'es pas animatrice. Attends. Attendez deux petites secondes. Il faut que j'ouvre les participants, je crois. Voilà. Voilà. Sinon, Bientôt. Nommé animateur. C'est parti. Voilà. Alors, hop. Attendez, je vais mettre un diaporama. Voilà. Voilà. Ah bah ça, vous l'avez vu déjà. C'est pour montrer le joli logo de Anne. De Inspire the Change. Tu as vu? Je l'ai mis. Ouais. Alors, les définitions du temps qu'on trouve, en tout cas les plus basiques, c'est ça. Continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les changements, mouvements et leur représentation dans la conscience. Hop, non, je suis allée trop vite. Dimension du réel qui rend possible et compréhensible le changement. Point repérable dans une succession par référence à un avant et à un après. Ok, bon, on peut parler de ça. Ok. Alors, moi, j'ai envie de vous faire un petit exercice. Alors, attendez, je vais arrêter le partage 2 minutes pour aller chercher quelque chose. J'ai envie de vous proposer un truc. Alors, attendez voir. Je vais le trouver tout de suite. Je l'avais préparé, mais je m'étais trop préparée. Voilà. Je vous propose pendant, allez, 1 minute. D'accord? Juste 1 minute. Je vous propose de fermer les yeux et juste là, vous êtes bien installé, tranquille. Juste 1 minute. Je vous propose de vous centrer et d'écouter le temps et d'aller jusqu'au bout tant que je ne l'ai pas arrêté. On y va. Ça va venir. Allez, on va arrêter. Voilà. Juste une petite expérience comme ça. Et je veux bien avoir vos retours sur c'était comment pour vous d'écouter le temps, là, tout de suite. Alors, soit avec les micros, soit dans le chat, comme vous voulez. Juste un retour sur qu'est-ce que vous avez senti dans votre corps, qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion, ou qu'est-ce qui est venu à votre esprit, ou les trois. Stressant ce bruit. L'idée que ça se passe. Ouais. Envie de le rattraper. Ouais. Envie de fuir. Ouais. C'était horriblement stressant. Ouais. Ok. Et en plus, toutes les secondes, il y avait des secondes qui étaient plus égales que d'autres. Oui, en plus, à distance, le son est un peu différent. Et ça, en termes de ressenti corporel, c'est compression. C'est ça. Voilà. C'est angoissant, quoi. Ouais. J'ai dû baisser le volume, intolérable pour moi ce bruit, surtout que j'entends celui dans le salon, la fatigue. En baissant le volume, j'aurais pu méditer dessus. Ouais.
Oui, Nancy, tout à fait. Ouais. Devient synchrone au bout d'un moment. Ouais. Ok. Donc, vous voyez qu'on n'a pas tous exactement les mêmes réactions, mais en tout cas, ça ne laisse pas indifférent le temps qui passe. Ça provoque des réactions, ça met en tension. Soit on n'en a pas assez, soit on court après, soit ça nous met en stress, soit ça résonne trop. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et souvent, quand je fais cet exercice, j'ai souvent animé des formations sur la gestion du temps. C'était quelque chose qui revenait de comment ça nous met dans une angoisse. J'ai bien aimé, je ne sais plus qui disait envie de le rattraper. C'est Julie qui disait, ouais, l'envie de le rattraper, le temps, il s'en va. Voilà. Et comme disait Anne tout à l'heure, c'est le temps file, quoi. Ok. Donc voilà, c'est une expérience que je trouve toujours intéressante parce que forcément, on se met en conscience de l'effet que ça a sur notre corps, sur notre mental, sur notre cœur, enfin, tout est pris par l'effet temps. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Selon vous, quel est, ou pour vous plutôt, quel est le moment le plus important de votre vie ? C'est quoi le moment le plus important de votre vie ? Maintenant. D'autres réponses ? Vous êtes bien sage, ça me panique cette question. Je me sens en difficulté pour répondre à cette question, oui. Ok. Alors, celles qui ont répondu maintenant, qu'est-ce qui vous motive à répondre maintenant ? Qu'est-ce qui fait que, pour vous, le moment le plus important, c'est maintenant ? Est-ce que c'est identifié déjà ? Pourquoi ? C'est celui qui existe. Oui, d'accord. J'aimerais répondre à l'instant présent, mais je suis encore si souvent tournée vers le passé et le futur. La seule réalité réelle. J'apprends à vivre le moment présent. Pareil que Julie. Ok. J'aimerais répondre à l'instant présent, mais je suis encore si souvent tournée vers le passé et le futur. Ouais, effectivement. Ouais, j'ai envie de dire, moi je répondais que les filles qui disaient maintenant étaient sages, parce que moi je sens une dichotomie entre mon mental, mon côté sage qui dit oui, il n'y a que le présent qui compte. Et on l'a vu dans l'atelier avec Lise sur Laisse la vie traverser tes projets, elle sait mieux que toi, et où on disait que le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore, et qu'on se crée en fait des drames dans le passé et le futur, alors qu'à l'instant T, tout va bien. C'est vrai dans la tête pour moi aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en termes d'émotionnel, c'est ce que disait Julie, j'y suis pas à l'instant présent, quoi. Je sais bien que c'est là qu'il faut aller, donc je dis waouh, chapeau les filles, c'est beau, quoi, c'est superbe. Alors c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est vrai que bon, on a appris et on se documente et on entend et on travaille sur soi, donc on apprend qu'effectivement le moment le plus important ça peut être le présent, mais c'est pas forcément ce que l'on a encore intégré, et on a toujours du mal à se dire est-ce que je suis plutôt dans le passé, est-ce que je suis plutôt dans le présent, est-ce que je suis plutôt dans le futur. Je pense qu'effectivement on est tous tournés vers le passé, le présent, le futur à différents moments, mais je me souviens moi très bien des premières fois où on m'a interrogée sur ces questions-là, et où j'allais chercher des moments importants de ma vie. Ensuite, bien souvent, quand on est maman, beaucoup de gens vous disent « Ah ben, c'est la naissance de mon enfant » ou « c'est mon mariage » ou enfin des événements de vie qui peuvent avoir de l'importance comme ça, ou une réussite personnelle dans un domaine, etc. Mais en fait, pourquoi le moment présent est le plus important ? Mais parce qu'en fait, il est toujours là, le moment présent. Il sera toujours là jusqu'à votre dernier souffle. Le moment présent, il est là. Et c'est surtout le seul moment au cours duquel vous êtes maître de votre vie.
C'est le seul moment pendant lequel vous pouvez agir quelque chose. Quand vous pensez futur, quand vous pensez projet, vous pouvez penser demain, mais ce n'est pas demain qu'on fait les choses. Les choses qu'on a envie de faire demain, on les fait aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc en fait, l'instant présent, c'est celui dans lequel on va bâtir. Parce que dans l'instant présent, je peux avoir plein d'idées, mais si je n'en fais rien, elles vont rester dans l'instant, bof. Et ce n'est pas parce que je les pense que demain, elles vont se faire. C'est parce qu'aujourd'hui, je les pense et que je décide des actions que je vais mettre en place, que j'agis les actions que je vais mettre en place, qu'à un moment donné, quelque chose va se faire. Donc, c'est toujours quand je suis au volant que je peux conduire une voiture. Ce n'est pas quand je suis à 1 km derrière ou avec le rétroviseur 2 km derrière ou devant. D'accord? C'est vraiment quand je suis au volant. C'est là, ici et maintenant que je peux conduire. Je regarde ce que vous mettez dans les commentaires. C'est exactement ça. Anne ne me dit pas que ma réponse ne serait pas différente demain, tout à fait. Dès que j'ai des peurs, ça m'indique que je suis orientée vers le futur. Ouais. Oui, Isabelle, pour moi aussi, ces peurs me séparent mon esprit et mon cœur. Oui, tout à fait. Donc en fait, on voit bien que l'émotionnel est lié à tout ça, mais si on cultive l'instant présent, si on apprend vraiment à être connecté à l'instant présent, alors on peut agir beaucoup mieux parce qu'on est dans l'action immédiate. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projet, mais que les projets que l'on fait vont avoir forcément une incidence sur qu'est-ce que je fais maintenant pour les atteindre, mes projets. C'est ça qu'on va se poser comme question. D'accord? Parce que si je reste dans « avant c'était comme ça, alors pourquoi, comment ?» Avant c'est passé, donc j'y peux plus rien. Tout ce que je peux en faire, c'est intégrer ce que j'ai appris de ce passé et ce qui m'en reste aujourd'hui. Vous voyez, souvent on dit en Gestalt thérapie, oui, mais on ne va pas visiter le passé, etc. Si, on va visiter le passé, bien sûr. Mais on ne va pas visiter le passé comme dans certains courants peut-être. On va visiter le passé avec une condition, c'est quand je parle du passé, là, ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qu'il en reste? Quand j'évoque ce passé, là, aujourd'hui, ici, maintenant, c'est quoi l'émotion? C'est quoi le ressenti? C'est quoi l'idée? C'est qu'est-ce qu'il en reste ici et maintenant? Donc, on ne va pas le traiter comme quelque chose qui est oublié, enfin, ou qui a existé. Ok, d'accord, mais on n'y changera rien. Mais aujourd'hui, j'en fais quoi? Et c'est quoi ma force avec ça? Et Magali, si j'ai une direction, je vais la prendre avec des actions à poser. Vas-y, Anne. Ouais, j'ai une question par rapport à ça parce que j'ai envie d'insister sur ce rapport émotionnel. Parce que oui, là, on est un certain nombre à être complètement en phase avec ça. Certaines l'incarnent au quotidien à des degrés divers. Mais je pense que personne à 100% et ceux qui nous écoutent peuvent aussi se dire, OK, c'est bien joli, c'est bien beau, mais concrètement, je galère avec ça. Et moi, j'ai un exemple qui me vient qui permettrait d'illustrer quelque chose dans le portage de projet et qui, je pense, donne une côté de finesse de comment ça peut être compliqué. Par exemple, en ce qui me concerne, actuellement, donc, je suis en train de faire connaître la tribu, faire connaître les ateliers, etc. Et plus mes accompagnements aussi, puisque jusqu'à maintenant, je n'avais pas de site internet. Et oui, bien sûr, vous aurez accès aux replays, pas de souci. Les replays sont sur l'espace membre. Donc, en fait, je suis en train de me dire, si tu veux qu'il y ait des gens qui te voient, si tu veux qu'il y ait des gens qui soient à l'atelier, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et il y a une dimension future. Il faut que je fasse. Donc, je vais le mettre dans l'agenda. Et l'agenda, il y a du futur, évidemment, dedans. Il y a après-demain, il faut que je fasse ça. Tiens, aujourd'hui, je n'ai pas pu, je le décale, etc. Et en fait, donc là, on est vraiment dans la gestion de l'agenda et du temps. Je me mets en pression. Et ce que j'ai compris, en tout cas, ce que j'ai analysé récemment, je me disais, avant, dans mon ancien métier, je passais beaucoup de temps derrière l'ordinateur et en réunion. Donc, je travaillais beaucoup de la cervelle déjà. Mais j'étais en bore-out. Aujourd'hui, je suis proche du burn-out parce qu'en fait, je me mets en pression. C'est-à-dire, je n'avais pas la même pression à l'époque. J'avais une problématique de sens et problématique de relationnel. Aujourd'hui, je choisis les gens avec qui je travaille, je collabore, etc. C'est génial. Je choisis mes clients, c'est génial. Mais je me mets une pression qui est quand même de l'ordre du futur.
et je me la mets au présent. Enfin voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que les gens qui sont ici avec nous ce soir, et puis pour les gens qui nous écouteront, qui portent des projets, ça peut vraiment vous parler. Voilà. Merci Nancy, j'en profite pour dire au revoir à Nancy, je crois qu'il doit nous quitter, c'est ça? Ok, merci d'être venu et tu pourras regarder en replay. Ok. Donc, ok, Anne, tu voulais ajouter quelque chose ou c'est ok? Non, c'est bon. J'aimerais justement que tu puisses rebondir là-dessus, tu vois. Oui, alors parce que je trouve que moi, en fait, l'idée des ateliers, c'est vraiment, je vous chatouille sur du concret vraiment à chaque fois, de dire, ok, d'accord, mais concrètement, avec notre quotidien, avec nos charges quotidiennes, on pourrait parler aussi de la gestion familiale, etc. On est quand même dans la planification, le futur, on y est. Ça, donc, mais être dans l'instant présent, ça ne veut pas dire ne pas planifier. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça peut être hyper intéressant que tu nous parles de ça. Ça veut dire avoir la conscience de ce que je fais ici pour demain, mais ce que je fais ici, ça a sa place aussi. Et bon, on va le voir, on va en parler par rapport à l'exigence qu'on se fixe quand on a un profil neuroatypique, surtout. Et comment on peut, par le corps notamment, ou certains outils, arriver à sortir de certains travers qu'on se pose soi-même. On va y venir dans les exemples que je donnerai et je pense que tu auras des réponses à cette question-là. Alors, on a tous une sensibilité au temps. Je vous propose quelques phrases que j'avais saisies ces derniers mois ou dernières années. L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour ça que le présent nous échappe, de Gustave Flaubert. Une photographie, c'est un fragment de temps qui ne reviendra pas. J'ai bien aimé ça parce qu'à l'heure où on prend tout le temps des photos de tout ce qu'on fait partout où on est, il y a quelque chose à voir aussi avec ce temps qu'on veut fixer, qu'on veut figer. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais cette faculté qu'on a à prendre des photos partout, ce besoin de prendre des photos de tout ce qu'on vit beaucoup plus qu'avant, c'est vraiment comme si on s'accrochait au temps, quoi. Le temps d'une photo, on le garde. Il nous échappe moins parce qu'on en garde une trace. Le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais j'avais attrapé ça certainement dans un livre. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Et tout ce qui passe, n'existe plus et devient souvenir. Tout ce qui doit arriver n'existe pas encore. Le seul espace réel où tu peux faire l'expérience de la vie s'appelle le présent. Il n'y a pas d'autre réalité. Alors, je vous pose la question de voir, si vous avez envie de réfléchir à votre rapport au temps, quelle est la citation qui parle le plus de vous, qui vous va le mieux, même si ça peut bouger d'une période à l'autre. D'après vous, c'est laquelle qui vous parle le plus? 1, 2, 3, 4, 5? Personnellement, moi, j'ai envie de rebondir sur la 3 parce que dans la 3 qui dit « Le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées », parce qu'en fait, sur les premiers ateliers que j'ai animés, j'ai montré le calendrier de la vie de Tim Urban, où chaque case, en fait, représente une semaine d'une vie sur 90 ans. Et en fait, c'est un calendrier qui peut être assez stressant parce qu'on se dit, oh là 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 là, j'ai déjà colorié tout ça, il me reste que ça, et qu'est-ce que j'ai fait? Ça peut être paniquant, mais ça peut être aussi de se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais pour vraiment, voilà, plus important, c'est le reste à vivre. Ça m'a fait penser à ça. Je trouve que c'est une autre façon de voir ce fameux calendrier et de le vivre autrement. Oui, ça peut être une façon de voir. Et Julie qui dit, comme d'habitude, le choix est impossible. Toutes, ouais. Et le 4, pour Isabelle, on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Alors, vous voyez, moi, celle-là, elle me stresse un peu parce que ça recoupe un peu le calendrier de vie de Tim Urban. Je me dis, moi, quand je dis arrêter de perdre mon temps, ça va être vraiment, oh là là, il faut que mes journées, elles soient efficaces, il ne faut pas que je glande, il ne faut pas que je... ou alors, il faut vraiment que je sache me détendre, que quand je glande, j'en profite. Mais en vrai, je ne sais pas en profiter. Oh là 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 là, comment je fais pour que mon temps il soit de qualité?
Et vous voyez, moi, cette phrase 4, elle a tendance à me stresser, en fait. Je ne sais pas vous, mais voilà, je vous partage parce que je pense que ça peut parler à ceux qui nous écoutent. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les outils et la façon dont on travaille sont faits pour générer plus de stress encore autour du temps qui file. Tout est très rapide, on est dans l'instantané, on est dans l'immédiateté, beaucoup plus qu'avant. Donc, je me sens un petit peu dinosaure, hein. Je dis souvent, quand Anne dit 30 ans d'expérience, oui, je me dis, oh là là, ça ne me rajeunit pas. Je me rends compte très souvent, je vous assure que c'est vraiment une pensée qui me vient vraiment à l'esprit régulièrement, je me rends compte de la différence de façon dont je travaillais il y a 30 ans justement, ou il y a 20 ans même, ou 15 encore, et comment progressivement ça a changé avec tous les outils, et notamment ces 2-3 dernières années. Et je me dis, mais on est dans un monde tellement différent où les choses filent. Je me rends compte à quel point le temps n'avait pas, même si le temps a toujours eu son importance, a toujours eu besoin d'être cadré, ben, il y a des nouveautés ces dernières années par rapport à tous les outils et la façon dont on vit. Donc, je comprends aujourd'hui qu'il y ait plus souvent ce réflexe-là que vous avez par rapport aux 4 de il ne faut pas perdre le temps, il ne faut pas perdre le temps, il faut vite avancer, c'est du temps perdu et tout va très vite, alors il faut tout faire très vite. En tout cas, pour ma part, c'est clairement la 5 qui me va bien. C'est vraiment la conscience du présent. Ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours eu, hein, c'est quelque chose que j'ai appris, mais c'est vraiment cette conscience de l'ici et maintenant qui est vraiment importante et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la conscience de l'ici et maintenant, jouissons de l'instant quand il est bon, là c'est bien, tout ça. Non, on vit des instants qui sont bien et d'autres pas bien, mais on les vit, on les accueille tels qu'ils sont. Et à partir du moment où on est capable de recevoir cette intensité, qu'elle soit dans le plus ou dans le moins, alors on est vraiment dans l'authenticité, dans la réalité de ce qui nous traverse, de ce qui nous bâtit, de ce qui nous construit. Et c'est toujours à partir de là qu'on peut faire un pas de plus. Et j'ai envie de dire, c'est là où on est vivant, c'est là où on est pleinement vivant, en fait. Complètement. Il n'y a pas d'autre moyen que de vivre, quoi. Complètement. Voilà. Donc une réflexion qui vous permet peut-être d'avancer dans votre rapport au temps. Alors, qu'entendiez-vous quand vous étiez petite, puisqu'il n'y a que des femmes, quand vous étiez petite, qu'est-ce qu'on vous disait à propos du temps? Quelles sont les petites phrases, vous savez, les phrases qu'on entendait souvent dans le genre dépêche-toi, hein, pour n'en glisser qu'une. Ok, j'ai pas eu le j'ai compris, mais là on est enregistré. Ok, donc on a eu une interruption momentanée, donc on ne sait pas si la première partie est enregistrée ou pas. Donc on a abordé un certain nombre de choses autour du haut potentiel, on a abordé les principales notions de la notion de temps, de ce que c'était pour nous la notion de temps, de nos représentations du temps, de comment on percevait le temps, si on était plutôt orienté passé, présent, futur, et quelle était notre représentation du temps par rapport à l'instant, qu'est-ce que c'était pour nous cet instant, et donc on en était à se demander quelles étaient les injonctions, toutes ces petites phrases peut-être qu'on entendait quand on était petite, du style dépêche-toi, et la question était là. Quelles sont les phrases que vous avez entendues? Donc on peut remettre le chat. Et j'attends de savoir ce que vous entendiez quand vous étiez petite. Alors moi, je n'osais pas le dire à l'oral, mais je vais le dire, hein. On parlait ce matin avec une amie. Moi, ma mère me traitait de larve quand j'étais ado. Donc, oui. Va apprendre à faire rien, comme je disais dans le chat, et à te reposer avec ça. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous entendiez? Vous avez d'autres phrases qui vous viennent? Je ne m'en souviens pas. Ok. Peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient facilement en tête? Ça peut être quelque chose que vous entendiez et que vous avez intégré. Moi, je peux parler. En fait, j'ai pas entendu de critiques ou de drivers sur moi. Mais par contre, j'ai tout le temps entendu attends. Attends, on doit faire ça. Attends, j'ai pas le temps. Attends. On doit finir d'abord ce travail, on doit d'abord faire ça. D'accord. Ok. Merci Julie. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Peut-être que ça va réveiller des souvenirs chez vous.
On entend souvent pour les hauts potentiels, mais t'es trop rapide, ou au contraire, t'es trop lent. Parce qu'il faut savoir que les hauts potentiels, en général, ils ont une rapidité de pensée, mais pas toujours la rapidité d'action qui suit leur rapidité de pensée. C'est une généralité, ça dépend. Il y a des gens qui sont très rapides aussi dans l'action, dans la réalisation physique. Mais voilà, on peut entendre ça. On peut entendre « Oh, mais tu es toujours en retard !» Ah, mais carrément, moi, ça m'insupporte. Tu perds du temps. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu perds du temps. Et tu finis quand? N'entendez pas ça? Tu finis quand? Si. Ouais. Moi, j'ai droit aussi à... Alors ça, c'est ma mère. Donc, vous voyez, les ancrages, on t'attend toujours. C'est toujours toi qu'on attend. Alors qu'en plus, factuellement, des fois, c'est pas du tout le cas. C'est assez insupportable. On t'appelle et tu réponds pas. Ça, c'est les ados aujourd'hui. On t'appelle et tu réponds pas. Ça fait 3 fois. Ça fait 10 fois qu'on t'appelle. Ouais, tu t'y mets quand? Ça fait combien de temps que tu dois démarrer? Allez, c'est ça. Tu fais toujours au dernier moment. Ça vous parle peut-être aussi. Toujours dans l'urgence. Oh, t'es pas organisé, vraiment. T'es pas organisé. Mais tu fais trop compliqué. T'en fais trop. Tu pourrais tellement faire plus simple. Ah ben tu bosses trop, Ah, mais tu bosses trop, tu te rends compte de tout ce que tu fais, mais tu te rends pas compte. Oh, tu bosses trop, ça vous arrive pas ça qu'on vous dit ça? Mais tu pourras jamais tout faire, enfin. Tu te rends pas compte, c'est pas possible. Voilà, donc bien sûr, tout ça, vous l'avez déjà entendu, j'imagine. Je les remets si vous voulez les revoir, au cas où vous n'auriez pas tout compris. Donc voilà les phrases qu'on peut entendre et qu'on peut intégrer et qui peuvent vraiment venir nous embêter. Moi, pour l'anecdote, le toujours en retard, j'entendais ça, mais c'était marrant parce que professionnellement, j'étais assez reconnue, et je suis encore reconnue pour ça, mais assez reconnue dans toutes les années où j'ai fait énormément de formations pour ma ponctualité. J'étais toujours là à l'heure, j'ai jamais raté un truc. Et en fait, chez moi, en famille, on me disait toujours que j'étais en retard. Et j'ai compris avec mon profil que en fait, je faisais énormément d'efforts pour être à l'heure dans mon métier. C'était vraiment, j'accordais beaucoup d'importance à cette qualité-là. Il fallait pas que je sois en retard. Mais du coup, quand j'étais avec ma famille ou mes amis, moi, mais ma famille surtout, je relâchais la pression, quoi. Et si je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune que j'allais déjeuner chez mes parents, j'arrivais toujours avec une demi-heure de retard, quoi. Alors qu'ailleurs, je me permettais même pas 5 minutes. Donc, c'était vraiment t'es toujours en retard, toujours en retard. Et aujourd'hui, quand il m'arrive de l'entendre, je dis, mais non, je n'arrive pas à l'entendre parce qu'en fait, c'est dans un contexte précis. Et je me suis rendu compte que, bah oui, c'est vraiment, je prends sur moi pour respecter les horaires parce que sinon, ben voilà, ça part un peu comme ça. Et du coup, il y a des endroits où je me lâche un peu et ça fait du bien. Voilà, bon, chacun son truc, mais le tout, c'est de le savoir. Alors, ce que j'ai travaillé sur ma réflexion par rapport au temps pour ces profils-là, c'est que j'ai rapproché certaines caractéristiques qui pouvaient être en cause de façon particulière par rapport à notre notion du temps quand on a ce profil cognitif. D'abord, la surefficience, la pensée en arborescence, qui fait que forcément, on est tout le temps en train de mouliner. Vous comprenez bien que ça a un effet sur le temps, forcément. Ensuite, l'hyperlucidité. On a cette hyperlucidité, c'est-à-dire cette vision globale des situations. L'hyperlucidité, c'est voir les situations dans leur globalité et voir les détails. Alors forcément, quand on peut voir les choses de façon aussi détaillée, on va peut-être y passer plus de temps que d'autres et on va être beaucoup plus attentif, on va être beaucoup plus exigeant parce que justement, on voit comment les choses pourraient être parfaites, d'où notre perfectionnisme, puisqu'on voit les choses dans leur possible, dans leur large possible. Là où d'autres les voient comme ça, nous, on les voit comme ça. Alors forcément, on a envie de réaliser les choses, mais ça prend plus de temps. D'accord? Donc ça peut être en lien avec cette vision globale que je viens de préciser et ce perfectionnisme qui va de soi. Et enfin, l'hypersensibilité, l'émotionnel, le besoin de sens et d'intensité. On a besoin que les choses aient
vraiment du sens et de l'intensité. Il faut que ça prenne de la place. Et quand on est pris par quelque chose, ça prend toute la place et on n'a même plus la notion du temps. C'est vraiment dans le trop. Hein. C'est vraiment dans le plus. Et ça nous habite tout le temps. Magali, j'ai bipé sur le perfectionnisme qui va de soi. Est-ce à dire qu'en fait, c'est câblé avec? Alors, ça vient avec le paquet? Quand je dis ça va de soi pour moi avec la vision globale. C'est-à-dire que pourquoi on est perfectionniste quand on a ce fonctionnement cognitif? Encore une fois, parce qu'on a une vision précise des situations ou globale des situations. On voit plus large que les autres. Et quand on voit plus large, ben forcément, on veut que ce soit parfait. C'est-à-dire que quand tu dis je vais rendre un rapport et que tu sais comment le rapport pourrait être parfait, tu as envie qu'il soit parfait. Si tu ne vois pas comment il pourrait être parfait, que tu le vois que dans une dimension, ben tu vas t'arrêter à une certaine exigence, à un niveau d'exigence. Donc pour moi, la vision globale, elle est à l'origine du perfectionnisme. Je l'explique comme ça, moi. Oui, ça fait complètement sens. C'est-à-dire que tu vois tout. Tu vois tous les points en fait qu'il faut pour que ça soit bien fait. Donc du coup, ok, ah ouais, c'est super intéressant effectivement. Un exemple tout simple. Je vois moi c'est un peu mon dada et un peu un truc qui m'obsède presque. J'aime pas les fautes d'orthographe et j'aime bien les présentations quand elles sont nickel. Ça peut m'arriver de faire des erreurs, hein, vous en trouverez. Mais quand je vois un texte, je dis mon œil de lynx qui voit s'il manque un espace à tel endroit, si j'ai oublié, si j'ai mis un petit trait ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, si j'ai mis un petit trait au lieu d'un grand, il faut que ce soit partout pareil. Si je ne le voyais pas, ben, je m'en foutrais, je passerais. Mais comme je le vois, ben, je veux que ce soit nickel. Vous comprenez la démarche? Si je vois que partout j'ai mis une majuscule, vous voyez, je le vois que partout j'ai mis une majuscule. Ben, si je ne le voyais pas et qu'à un moment donné, il y a une minuscule au lieu d'une majuscule, ben, ça partirait comme ça. Ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. Magali, tu me rassures parce que pour moi, ça, c'est de la maniaquerie. Je vais vous confier que moi, que des fois, je me dis que c'est quand je suis fatiguée. Quand j'étends le linge, j'aime bien mettre les deux mêmes pinces à linge sur le pantalon, quoi. Je me dis, mais je me fais peur toute seule, quoi. Donc, bon, ça me rassure. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. Et alors, on a deux commentaires intéressants. Donc, Julie qui dit, mes amis m'appellent Madame Plus. Et Gwenaëlle qui nous dit, surefficience, j'ai besoin d'attendre que ma tête soit pleine et déborde des choses que je veux réaliser, que la contrainte de temps soit hyper forte pour m'y mettre réellement et à fond. Et là, tout va très vite. C'est ça. Et là, moi, ça me fait penser à un fonctionnement que un morceau de fonctionnement que je peux avoir. Julie nous dit idem. Mais moi, je sens que là, j'arrive en bout, quoi. Je commence à cramer la machine. Ok. Je pense que ça peut être intéressant qu'on rebondisse là-dessus. Alors, parlons de la pensée en arborescence, donc la surefficience. En fait, la surefficience, on a peur du vide, on a peur de l'ennui, parce qu'on a tellement l'habitude d'être toujours dans cette dynamique de penser, de jamais s'arrêter. Moi, je pensais que tout le monde était comme moi, que tout le monde pensait tout le temps sans arrêt. Ben non, il y a des gens qui arrivent à limiter leur pensée ou à l'apaiser par moments. Quand on est à haut potentiel, quand on a un profil cognitif neuroatypique, on est en permanence en train de penser, ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, il y a beaucoup de neuroatypiques qui ont des problèmes de sommeil notamment, et on ne s'arrête pas. Mais Magali, tu dis on a peur de s'ennuyer. Moi, j'ai envie de dire non. Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent s'ennuyer. En fait, tu vois, alors, la peur de l'ennui, non, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on parle de bore-out, quoi. C'est si j'ai pas assez de stimulation, de choses qui m'intéressent, je m'ennuie et ça va pas. Donc il faut que je pense en permanence. Ça me rassure de penser parce que ça me plaît, ça me stimule, je suis bien. Si je pense à rien, s'il y a rien, si j'ai pas d'os à ronger, je déprime. Oui, je comprends. Je vois ce que tu... Ok, si j'ai pas un projet, si j'ai pas quelque chose qui me vient, si j'ai pas une pensée qui m'occupe l'esprit, ça va pas. Donc, c'est pour ça que très souvent, les hauts potentiels ont plusieurs casseroles sur le feu. Et il faut surtout pas les empêcher d'en avoir trop.
Enfin, si, il faut leur mettre des vigilances, des points de vigilance pour ne pas tomber dans le burn-out. Mais bien souvent, quand ils ont plusieurs projets en même temps, leur dire mais non, mais t'en fais trop, mais c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible pour eux. Ils sont capables d'avoir plusieurs projets. Maintenant, il faut qu'ils connaissent leurs limites. Et c'est ça le vrai travail sur soi. Il doit conduire à ça, à savoir trouver où est la zone rouge. Parce que Julie, sinon, Julie a levé la main, je crois. Tu peux activer oui. ton micro, Julie. Hein. Oui. J'attendais que Magali termine, je ne voulais pas la couper. Mais en fait, non, c'était pas. J'avais envie de partager une expérience très concrète, je pense tout à fait pathologique et qui pourrait être régulée, améliorée. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Alors, c'est quoi? C'est qu'en fait, donc je suis à mon compte, je fais ce que je veux, je n'ai pas de compte à rendre. Et en fait, je fais 15 tâches en même temps et je saute de l'une à l'autre. Je sais que le cerveau n'est pas multitâche. Je le sais, j'ai plein de connaissances en neurosciences. Mais je ne sais pas, je ne peux pas m'empêcher. Alors, est-ce que c'est une habitude à corriger ou est-ce que c'est un fonctionnement, c'est comme ça. Mais du coup, c'est très stimulant. C'est-à-dire, je vais commencer un mail, je vais en commencer un autre. Je vais faire un questionnaire en ligne. Je vais avoir un coup de fil, je vais répondre. Je vais commencer un webinaire, mais 15 tâches en même temps. Et je fais ça en permanence. Je jongle et je me dis, mais c'est n'importe quoi. Mais ça fait 20 ans. Voilà. C'est partager. Exactement. Donc, je suppose que ça parle peut-être à d'autres, en tout cas. Pas du tout. Pas du tout. Et comme Julie, j'ai les connaissances maintenant en neurosciences qui te disent que moi, c'est ce que je trouve intéressant et j'en ai parlé dans un premier atelier, ces fameuses autoroutes neuronales. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'en faisant du multitâche, du coup, par contre, le cerveau a tellement l'habitude, du coup, il nous ouvre des autoroutes qu'on n'avait pas prévues. C'est-à-dire que c'est là qu'on va avoir la tâche qu'on ne voulait pas qui s'allume, par exemple, lancer une lessive, mettons. Ou aller bricoler. Ce n'est pas l'idée de faire des affectations de tâches aux femmes, mais bon, voilà, il me vient celle-là, qui s'allume alors que là, on ne voulait pas. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a intéressée. Je me suis dit, OK, je vois l'intérêt d'arrêter les multitâches parce que je vais apprendre à mon cerveau à être concentré sur un truc et du coup, je vais arrêter d'être interrompue par des pensées parasites, en fait. Mais bon, je trouve l'intervention de Julie fort intéressante de se dire, est-ce qu'on est obligé aussi de complètement se battre contre ça, quoi? Alors, c'est ce que j'allais dire, en fait, ça dépend comment tu le vis. Soit tu arrives à travailler comme ça ne te gêne pas, tu te sens efficace comme ça, c'est ton fonctionnement, et bien écoute, ok, tu as tes outils à toi et tu fonctionnes comme ça. Comme tu le disais très justement, on ne peut pas faire plusieurs tâches à la fois, c'est impossible. Hein. On imagine qu'on peut faire plusieurs tâches à la fois. Non, mais on les fait quand même. Hein. Je suis d'accord avec ça. On fait quand même. Moi, il m'arrive d'écouter un webinaire tout en rédigeant un mail. Je suis comme tout le monde, comme vous, sûrement, ça m'arrive. Mais je ne suis pas complètement dedans. Je fais forcément des va-et-vient sans le vouloir. Et ça devient épuisant, malgré moi. C'est-à-dire que j'écoute le webinaire, mais il y a une phrase qui m'a échappé. Donc après, du coup, il y a un truc que je ne vais pas capter ou si je suis fatiguée, je ne vais pas en retenir la même chose. Et puis mon mail, j'ai intérêt de le relire plusieurs fois. Et finalement, je me rends compte que quand je fais ça, je perds du temps. Je perds du temps parce que ma concentration n'est pas bonne. Et ça, je m'en suis rendu compte, tu vois, il n'y a pas longtemps parce que justement pour des webinaires que je suis, là, une sorte de mastermind que je suis avec un groupe, etc., où on a régulièrement des réunions, un jour je me suis dit, non, mais attends, là, ok, tu vas en profiter pour aller prendre l'air parce que j'avais pas eu le temps et que c'est important pour moi de marcher presque tous les jours. Je vais écouter le webinaire qui dure 1 heure comme ça, avec mes trucs sur les oreilles, mais je vais aller m'aérer, ça me fera du bien d'être dehors et je vais le suivre. Et je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas si mal que ça, même si je préfère aller me promener avec rien dans les oreilles. Mais de temps en temps, je m'autorise à faire ça parce que je suis bien concentrée sur le webinaire et peut-être que je le digère beaucoup plus et que j'en retiens beaucoup plus que si je reste au bureau en écoutant le webinaire et en faisant 36 trucs à la fois. Donc, je me suis dit, il vaut mieux que je m'isole et que je fasse ça. Mais je le sais, hein, ce n'est pas nouveau. Mais après, bon, c'est une question d'organisation. Donc, si ça te va et que tu arrives à t'y retrouver, ça va. Moi, je sais qu'aujourd'hui, peut-être c'est l'âge, je ne sais pas, j'arrive moins bien à gérer tout ça et j'ai besoin de me cadrer encore davantage par rapport à mes tâches. Et comme le disait Anne, quand tu as un truc qui vient, un truc qui vient, un truc qui vient, puis tu prends, voilà, et puis hop, tu réponds à un coup de fil, je fais ça, oui, mais je vais lui répondre tout de suite. On est dans cette immédiateté, puis on est stimulé, puis on a envie de répondre, oui, je réponds, je le fais. Non.
Donc, quand j'ai des tâches qui durent 1 minute, juste il faut envoyer un truc, ok, je m'interromps, je le fais, je sais que ça, je peux. Mais si c'est une tâche qui est plus longue, alors je la reporte et je vais avoir tous mes outils. Moi, j'utilise différents outils pour vraiment calculer à la minute près presque ce que je vais faire. Et quand mes journées sont bien structurées, je sais que de telle heure à telle heure, je fais ça, même si c'est par tranche de 10 minutes. De telle heure à telle heure, j'ai un rendez-vous, j'en ai un autre, etc. Je me donne des phases de détente entre-temps pour pouvoir respirer, parce que sinon, ce n'est pas possible. Avant, je ne savais pas faire ça. Mais aujourd'hui, je m'oblige et surtout, ça nous conduit à quelque chose d'important, c'est le choix et les priorités. Parce que par rapport à tout ce qui arrive, on n'est pas obligé de tout prendre. On peut aussi dire non, stop, ça je le ferai plus tard, c'est pas urgent à la minute, et avec la matrice des priorités, ce qui est urgent, etc. Oui, la fameuse matrice d'Eisenhower et aussi la loi de Pareto quelque part. Et j'ai envie de rebondir de suite parce que on a dans le chat Julie qui nous dit, qui nous parle d'angoisse de choix. Et en fait, c'est aussi ce rapport au temps, c'est qu'on a envie de tout vivre et c'est très difficile de renoncer à des choses. Absolument. Donc, par rapport à l'arborescence de la pensée, il y a cette peur du vide, cette peur de la nuit dans laquelle on met la surcharge, le débordement et parfois, on a besoin de se sentir là-dedans parce que quand il n'y a rien, on s'ennuie. Moi, je sais que si je n'ai pas suffisamment de choses qui me stimulent, j'ai tout de suite mon moral qui descend. Donc, il faut que j'ai des choses à faire, il faut que je sois stimulée par des choses qui m'intéressent. Et souvent, ce qui vient, c'est le fait de passer d'un sujet à l'autre, comme le disait Julie, d'avoir plusieurs projets en même temps, ok, mais bon, même si on a plusieurs projets en même temps, on laisse un temps pour chaque truc. J'ai souvent vu que chaque instant est utilisé. J'ai une cliente, il n'y a pas longtemps, qui me dit, en fait, moi, Magali, quand je vais me coucher, je me dis, j'ai pas eu le temps de penser à comment je vais faire ça, ben, je vais aller me coucher, puis quand je vais me coucher, je vais penser à ce que je vais faire. Vous voyez, c'est au moment où je vais me coucher que je vais réfléchir à comment je vais faire telle organisation pour les enfants, ceci, cela. Donc, tous les moments sont pris. J'en ai une autre qui m'a dit, moi, c'est quand je vais sous la douche, je réfléchis à comment j'organise ma journée quand je suis sous la douche. Ou je réfléchis à un truc où je n'ai pas eu le temps. Enfin, tous les moments sont remplis par quelque chose, tout est exploité, tout est exploré, tout est utilisé. Donc, ça fatigue, quoi. Hein. C'est ça, j'ai envie de dire, hein, le curseur, c'est exactement ce que tu disais à Julie, et moi, c'est ce que je dis quand j'accompagne en coaching, c'est on va virer les croyances qui vous enquiquinent. S'il y en a qui vous portent et qui ne vous font pas de problème, on les garde. Les croyances ou les processus, quoi. Mais effectivement, il y a quand même une histoire de curseur. Vous me direz si je me trompe, mais on s'épuise quand même. Enfin, moi, en tout cas, pour parler que de moi, je vois bien que si je continue dans ce processus, en tout cas too much, hier c'était la journée des enfants, j'ai juste fait n'importe quoi. Je ne trouvais plus les clés de la voiture, j'ai oublié la moitié des courses alors que j'avais la liste. Je me suis dit, je vais finir par avoir un accident. C'est trop là. Oui, parce que c'est le trop plein qui fait qu'on ne se donne pas suffisamment. Il faut que ce soit accordéon le temps. Si on n'a pas des temps de récupération ou des temps de pause pour organiser, pour anticiper, puis pour se reposer, parce que si notre esprit ne se repose pas, il est plus créatif et il n'est plus dans ce rythme, il faut s'obliger à avoir des temps. Enfin, il faut, chacun fait comme il veut, mais je pense que quand on en est là et qu'on sent que la zone rouge n'est pas loin, il faut vraiment s'aménager un système précis qui fait que vous avez des créneaux dans lesquels il n'y a rien. Et dans ces créneaux où il n'y a rien, soit vous les utilisez pour rien, pour aller marcher, pour vous reposer, pour regarder le mur en face de vous si vous en avez envie. Oui, mais on va réfléchir, on est d'accord, la cervelle, elle va s'allumer. C'est pas grave. Mais réfléchir sans avoir d'objectif, sans avoir de pression, c'est bien aussi, puisqu'on ne sait pas s'arrêter de réfléchir. Écouter de la musique, se laisser aller à la créativité ou faire quelque chose qui nous fait plaisir, mais qui n'est pas dans l'obligation, qui n'est pas dans quelque chose de la pression. Et s'obliger à avoir ces temps-là. Alors, soit ils sont prévus à l'avance, voilà, je sais que là, je vais aller me balader ou je ne vais rien faire. Ou alors, je me dis, je prends une heure, là, je ne sais pas ce que j'y mettrai dedans. Soit je vais aller me faire un goûter, soit je vais aller téléphoner à une copine parce que je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Mais de se sortir des obligations. Oui, c'est le côté, en fait, c'est exactement ce que je conscientisais, c'est de se dire, c'est pas tant les choses qu'on fait, c'est dans l'état psychologique avec lesquels on les fait. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses sans se mettre de pression et en fait, c'est la pression qui change.
En tout cas, ce que je vous recommande, c'est d'être attentive à comment vous êtes avec le sentiment de jamais fini. Alors là, je vais me préciser. Je me suis rendu compte, en faisant ces recherches sur le temps, moi, ça m'a toujours intéressé le rapport au temps, mais là, j'ai réfléchi depuis, ça fait un peu plus d'un an que je réfléchis davantage à commencer pour les hauts potentiels. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a longtemps de ça, je menais mes semaines avec des objectifs, des choses à réaliser. Et puis, quand arrivait le week-end, ben, je passais à autre chose, quoi. J'étais en week-end. Et je me rends compte que depuis quelques années, j'ai toujours un sentiment de jamais fini. Et c'est ça surtout quand on est entrepreneur. Hein, forcément, on a toujours des choses à faire, on veut toujours faire mieux, on veut toujours avancer. Et en fait, si je ne m'oblige pas à fixer des objectifs à la semaine, où je me dis cette semaine, il faut que je fasse ça et ça, si je n'ai pas mon outil, j'utilise Notion pour m'organiser, si je n'ai pas vraiment cadré ce que j'ai à faire, ce que je mets en priorité dans la semaine et puis le reste, eh bien, j'arrive à la fin de la semaine, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas contente, je ne suis pas bien parce que j'ai l'impression que je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire parce que j'ai toujours beaucoup de choses à faire. Et au final, j'ai toujours ce sentiment de jamais fini et qui génère une frustration, qui génère quelque chose de vraiment l'insatisfaction. Et ça, c'est quelque chose à quoi je suis attentive depuis un certain temps maintenant, de me dire, bon, OK, aujourd'hui, chaque jour, j'ai des trucs à faire, mais je ne veux pas m'en mettre trop. Et puis chaque semaine, OK, c'est ça qui est important. Maintenant, si j'ai le temps pour en faire un peu plus, tant mieux. Mais au moins que j'arrive à ça. Et ça me donne une limite et ça me permet de me dire, bon, OK, quand c'est fini, tu as réussi à atteindre ça. Maintenant, tu es en week-end et la suite, tu la reprendras après. Parce que c'est sans fin. On peut toujours continuer à travailler le week-end pour s'avancer. C'est la fameuse phrase qui dit on surestime ce qu'on peut faire en une journée et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Quelque chose comme ça. C'est que souvent, on remplit trop un peu une journée ou une semaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas toujours. Enfin, voilà, derrière ces phrases qui vont se dire oui, oui. Oui, mais d'accord, mais au quotidien, OK, on fait comment? Et c'est vrai que je trouve de dire OK, on ne va pas arriver à penser à rien, mais par contre, choisissons quelque chose qui vraiment qui nous fait plaisir, qui nous fait envie, qui nous. Surtout, la clé numéro 1, c'est se poser des moments où je ne fais rien. Et même si j'ai pris du retard sur un truc, je ne vais pas manger mon temps de pause. Je m'oblige à prendre ce temps de pause. Je mets des espaces dans mon emploi du temps et non pas bon, les enfants ne sont pas là, j'en profite, je travaille toute la journée. Non, c'est je prends des temps pour moi aussi. C'est vrai qu'on les bouffe, je ne sais pas si ça vous parle, mais ces temps de pause, moi je vois quand je remplis moins mes journées, du coup je me dis du coup c'est bon, je vais pouvoir mettre ça à la place et en fait je vire les moments de pause. En fait, c'est ce qui saute en premier à chaque fois. Et ben voilà, donc c'est mettre en priorité ces moments de pause. Ça, c'est un sacré challenge. Hein. Je ne sais pas si ça vous en pensez, vous les entrepreneurs qui nous écoutez, entrepreneureux qui êtes dans la salle, là, mais... Obligé à ça. Et quand tu fais ça et que tu regardes, tu t'amuses, peut-être vous l'avez déjà fait, hein, mais il y a encore un exercice à faire, c'est de regarder sur une semaine, par exemple, déjà sur une journée, mais sur une semaine, de noter le temps que vous passez, à quelle tâche vous le passez et comment ça se passe et comment ça s'enchaîne. Et le nombre de plages horaires que vous avez pour vous, le nombre d'espaces que vous avez. Et vous cumulez le tout. Et vous faites sur une semaine, vous dites, tiens, j'ai passé tant d'heures perso, tant d'heures à travailler, tant d'heures à faire des mails, tant d'heures à téléphoner, tant d'heures à ceci, tant d'heures à cela, tant d'heures à manger, tant d'heures à s'occuper de moi, tant d'heures à aller marcher. Regardez vraiment le détail. Je vous assure, c'est vraiment un excellent outil de base de faire ça. Quand vous commencez à regarder votre temps comme ça, à scruter et à prendre la photographie précise, c'est riche d'enseignements et ça vous oblige à réagir autrement. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois au cours de ma vie, mais je me souviens qu'il y a quelques mois, je me suis amusée à le faire parce que j'avais besoin de refaire un point sur ma nouvelle organisation, hein, puisque depuis janvier, d'ailleurs, j'ai revu certaines choses. C'est quelque chose qu'il faut faire en permanence, hein, il faut toujours s'interroger parce que tout évolue. Et je me suis rendu compte comme ça, non mais vous allez rire, que j'étais dans une période où je bossais 50 heures par semaine quand même. Je me suis dit non mais ça va pas, non, mais c'est pas possible, mais comment tu as pu déraper là-dedans sans te rendre compte? J'avais pris des choses, et je ne me rendais pas compte parce que ça allait dans mon quotidien avec ma famille et tout se passait, ça allait, j'arrivais à gérer. Mais là, j'étais pas loin de la zone rouge.
Et là, je me suis dit, ah, stop, reprends tes bonnes habitudes. Et donc, voilà, c'est vraiment ces bonnes habitudes-là que je vous recommande, de Mais vraiment vous tu vois, obliger. Magali, on est toutes là, et je pense un certain nombre en replay, à être indépendants ou à porter des projets. Et moi, l'accompagnement que je fais, c'est vraiment identifier notre zone d'excellence et notre zone de kiff. Et j'ai fait un post hier en disant j'adore mon job et j'étais fatiguée. J'ai eu une cliente qui l'était aussi, mais en fait, la séance nous a énergisés parce qu'on était toutes les deux à fond dans notre zone de flow. Et donc, on peut se dire, mais attends, on a tous des métiers qu'on a choisis et dans lesquels on se régale, mais il y a des parties dedans qui sont moins fun. C'est ce que je dis aussi aux gens que j'accompagne. Je dis, on va être dans votre zone de kiff, mais à des moments, il y a des choses techniques qu'il y aura à faire qui seront à faire et qui seront peut-être moins rigolotes. Comme par exemple, voilà, là, j'ai eu au démarrage des problèmes techniques. J'ai dû aller chercher tout le monde à la pêche. Même si j'adore cet instant d'atelier et que je voulais justement qu'ils se mettent en place, qu'ils se tiennent, j'ai dû faire des trucs moins rigolos. Et c'est vrai que c'est quand même aussi quelque chose qui peut être difficile pour nous, de se dire, non mais attends, j'ai choisi ce métier, c'est mon choix. Et en même temps, j'arrive quand même à mettre en pression. Et finalement, des moments de plaisir qui seraient d'autres moments de plaisir, parce que ce job, c'est un plaisir. Enfin, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est plaisir contre plaisir quelque part. C'est oui, ce job, je l'ai choisi, mais là, je ne m'éclate pas. Et en même temps, profiter de mes enfants, profiter de mon compagnon, de ma compagne, ou etc. Enfin, voilà, c'est tout un truc. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut glisser, comme tu dis, parce qu'on est dedans, on se régale, on nous propose des choses, on y va, ça nous allume. Alors, on va parler justement de la deuxième caractéristique que je voulais mettre en avant par rapport au neuroatypique, l'hyperlucidité, cette vision globale dont on parlait tout à l'heure et les conséquences que ça a sur notre rapport au temps. Cette hyperlucidité fait que quand on se lance dans quelque chose, on voit, comme je le disais tout à l'heure, on voit vraiment l'ensemble de ce qu'on pourrait faire et on se lance dans un engagement. En fait, notre engagement est sans mesure. On est à fond sur le sujet et on ne voit même plus le temps passer. Et ça vous est peut-être arrivé quand vous vous lancez dans un dossier, un truc qui vous plaît, ou vous avez envie d'y arriver, et puis ça vous plaît, ça vous stimule, donc vous le faites. Et puis moi, je me suis retrouvée parfois à faire des choses jusqu'à 3 heures du matin. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vécu parce que j'avais envie de le finir, parce que ça me plaisait, parce que j'étais dedans, parce que j'étais concentrée, puis je savais que si j'arrêtais, après, j'aurais du mal à m'y remettre. Donc, engagement sans mesure. Donc ça a forcément des répercussions sur votre santé, votre travail et plein de choses. Oui, tu t'en vas, Julie? C'est ça? Tu pourras voir la suite en replay. Merci pour ta venue et ta participation. Salut. Donc, en fait, par rapport à ça, il y a cet engagement sans mesure donc, qui est en cause, et puis la mauvaise estimation du temps. Mauvaise estimation du temps parce que forcément, on a envie de tout faire et donc on le fait, mais on ne se rend pas compte de jusqu'où ça peut nous mener. On a du mal à l'anticiper. On se dit, ah mais oui, comme on a une vision globale, on voit très bien ce qu'il faut faire, mais on a l'impression que l'action va être aussi rapide que notre pensée. Et en fait, non, quand on est dedans, ah mais non, mais il faut faire ça. Ah mais oui, il faut faire ça aussi. Ah mais oui, il faut faire ça aussi. Ah mais oui, il faut faire ça. Et puis on passe son temps, là où on pensait que ça serait fait en 10 minutes, il nous faut 1 heure ou 1 heure et demie pour le faire. Donc on a du mal à anticiper. Donc ça, c'est à noter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi par rapport à cette hyperlucidité? Du coup, l'idée, ça serait de moins en mettre, en se disant, attends, comme d'habitude, tu vas mal évaluer, donc mets en moins parce que ça va te prendre plus de temps que prévu. De perdre du temps pour en gagner, c'est-à-dire prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai à faire là et comment ça se découpe. Ça va me prendre combien de temps? Ça va me prendre combien de temps? Alors, je sais que c'est un peu rébarbatif de faire ça, mais personnellement, si je n'organise pas mon temps comme ça, je me fais avoir à tous les coups. Et tu prends une marge plus large, j'imagine. Oui, toujours. Ouais. Toujours. C'est-à-dire que chaque fois que je me lance dans quelque chose, ou soit pour structurer ma journée ou ma semaine ou mon mois ou mes projets ou une action en particulier, je vais décortiquer et me dire, bon alors là, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut que tu préviennes qui? Il faut faire quoi? Et ça va te prendre combien de temps, etc. Et puis après, tu le structures dans ton agenda en fonction des tâches, en fonction de l'urgence, en fonction de la date butoir, etc. Mais c'est vraiment perdre du temps pour en gagner.
Et souvent, on zappe cette étape-là, on se lance dans le truc parce qu'on voit très bien ce qu'il y a à faire. Et puis au final, on dit ah mais oui, mais il y a, ah mais oui, mais il y a ça, ah mais oui, mais il y a ça. Et ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est terrible. Donc, c'est vraiment ça. Et en pensant aussi à une chose qui est encore une difficulté, c'est qu'en général, c'est pas pareil pour tout le monde, mais j'ai plusieurs clients qui sont comme ça et qui me l'ont vraiment démontré, on fonctionne mieux à court terme qu'à long terme. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui doit se faire pour la semaine prochaine, on a une date, on y va, allez, on y va à fond, on se met dessus. Si on nous dit ça, c'est à faire, mais c'est pour le mois prochain ou dans 2 mois, oh ben j'ai le temps, et là, la procrastination est reine, et donc du coup, on n'arrive pas à se projeter. J'ai eu une étudiante il y a quelque temps qui était paniquée parce qu'elle avait besoin de se préparer pour ses partiels et elle était vraiment en stress. Et je me disais, mais pourtant, tu as du temps, puisqu'elle me disait, c'est dans 5 ou 6 semaines, je ne sais plus. Elle me dit, mais Magali, mais c'est pour ça que je ne suis pas bien. Mais comment ça, c'est pour ça que tu n'es pas bien? Parce que je sais que c'est dans 6 semaines, et 6 semaines, c'est trop long. Donc moi, je n'arrive pas à me concentrer, à me mettre sur le sujet tant que je ne suis pas. Il faut que ce soit plus près, l'échéance. Et là, je ne peux pas me mettre dedans, donc ça me stresse parce que je n'arrive pas à apprendre, c'est trop loin. Mais tu vois, notre rapport au temps, par exemple, moi, quand c'est trop court, ça me stresse. Tu vois, je repense à quand j'ai monté le programme de la tribu Inspire the Change. Je vous ai demandé en juin, je vous ai dit, j'en aurais besoin pour fin septembre, sachant qu'il y a des dates qui vont donc jusqu'à décembre. Et donc, il y en avait plein je voyais bien des intervenants, ils disaient, non, mais ça va, j'ai le temps. Je dis, non, mais moi, j'ai besoin de publier le programme terminé fin septembre. Et toi, tu faisais partie des gens que j'ai relancés. Et je me disais, bon sang de bonsoir, ça leur prend 5 minutes de m'écrire leur titre et le descriptif. Pourquoi ils ne le font pas, en fait? Et moi, ça me mettait en stress maximum, alors que pourtant, ce n'était pas pour tout de suite. C'est-à-dire que la tribu, elle se lançait en janvier. Et donc, je voulais les dates fin septembre. Et donc, moi, tu vois, par exemple, j'ai besoin de faire les choses, d'avoir un temps d'avance. Sinon, au dernier moment, ça me panique et je n'y arrive pas. Tu vois, c'est rigolo le rapport au temps du coup là. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas des généralités, ça dépend de comment vous fonctionnez. Il y a les deux. Moi, je sais que je suis plutôt dans l'urgence, mais à la fois, je sais m'organiser à l'avance. C'est-à-dire que selon les sujets, selon les dossiers, j'ai besoin de prévoir longtemps à l'avance pour me sentir sûre de moi. Quand j'ai une conférence à préparer, en général, je la prépare longtemps avant. Mais il m'est arrivé de faire des interventions, et ça m'arrive encore parfois, si je maîtrise mon sujet quand même, bien sûr. Mais de prévoir le contenu juste avant, comme ça, je sais. Mais ça ne veut pas dire que je m'y suis préparée juste avant. Ça veut dire que tous les temps d'avant, ça a travaillé dans ma tête malgré moi. Oui, ça c'est autre chose. Ouais, et donc, quand j'arrive au moment, on a l'impression que je fais les choses sans les avoir préparées, mais en fait, ça avait tourné quand même. Voilà. Oui, puis c'est parce que c'est des sujets qu'on maîtrise depuis des années. Donc, en fait, on peut arriver comme ça, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, c'est assez présent. Ça peut être le fonctionnement dans l'urgence. Mais quand c'est trop loin, difficulté à se mettre dedans tant qu'on n'est pas dans le sujet. Voilà. OK pour ça? Donc, voilà tout ce qu'on peut noter par rapport à ça. Je n'oublie rien là-dessus. Ce que je peux rajouter, c'est qu'on a dans cette population-là le besoin d'aller d'un point A à un point Z en une étape. Et donc, on n'aime pas les étapes qu'il y a au milieu, l'apprentissage. On voit un truc, il faut que tout de suite ça se soit réalisé. Et en fait, c'est souvent une contrainte et une difficulté pour les neuroatypiques, c'est cette difficulté à passer par les étapes d'apprentissage, parce que quand ils savent, quand c'est facile, ok, on y va. Mais quand ils ont besoin d'apprendre et qu'ils doivent passer des étapes d'effort, de difficulté, ils n'aiment pas se sentir, avec leur peur de l'échec aussi et leur perfectionnisme, ils n'aiment pas se sentir dans des périodes, des étapes où ils sont en difficulté, où ils peuvent être vus dans leur balbutiement, moi je dis souvent. Hein. Ils n'aiment pas être vus dans leur non-perfectionnisme, du coup. C'est ça. Okay. Je donnais souvent l'exemple de quand, si je veux apprendre à danser le tango, je vois des danseurs de tango, je veux apprendre à danser le tango. Donc, très bien, je vais apprendre un petit peu les cours et puis hop, je vais danser comme eux. Et puis, je me rends compte que, oui, mais je ne sais pas si vous avez déjà appris à danser le tango, moi, j'en ai jamais fait vraiment à fond, mais je sais combien c'est difficile. Il y a des codes, c'est précis et tout. Il faut un temps fou. Et se montrer
dans cet apprentissage, dans cette imperfection, pour eux, ce n'est pas possible. Ils n'aiment pas ce passage-là du moment où on va les voir rater, on va les voir pas bien, on va les voir pas parfaits. Donc, ils veulent passer de A à Z en une fois. Donc, si c'est un sujet dans lequel ils sont à l'aise, ok, ils y vont. Par contre, s'il y a à apprendre et qu'ils ne sont pas à l'aise, alors là, ça va être plus compliqué. Et donc, ils sont très impatients, en fait. Ils veulent tout de suite. Voilà. Donc ça peut être une contrainte, ça peut être un obstacle. OK pour ça? Et de quoi pourrais-je vous parler encore? Dans l'hyperlucidité, on est toujours avec notre perfectionnisme. Oui, ça, bon, on en a parlé déjà. Hein, je ne sais pas si ça vaut le coup d'y revenir, mais dans le perfectionnisme, on perd du temps. On va vraiment tellement passer de temps aux détails qu'on va perdre du temps. On va avoir du mal à déléguer. On va penser rapidement, mais on va agir lentement. Ça, je le disais déjà tout à l'heure. On va avoir certaines difficultés à choisir parce qu'on voudrait tout, donc c'est difficile. On veut tout et on prend tout. Donc on a du mal à mettre les choses en priorité. Quoi d'autre? Et puis forcément la procrastination, hein, parce qu'on a tellement envie que ce soit parfait que si on n'est pas sûr de son résultat, on attend parce qu'on n'a pas les éléments, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on y va mais on n'y va pas. J'ai envie mais ça va me prendre du temps. Tout à l'heure tu parlais des éléments techniques, comme ce n'est pas les choses qu'on sait faire le mieux ou qu'on aime faire, forcément on va prendre du temps, on n'y va pas, on attend et on procrastine. Voilà. En tout cas, ce que je trouve très intéressant, on va pouvoir résumer puis répondre peut-être aux questions que vous auriez qui vous restent. C'est ce que je trouve très très intéressant, c'est cette explication qui du coup explique pas mal de choses, cette vision globale qu'on a qui fait que du coup ça explique plein de fonctionnements derrière, dont le perfectionnisme qui lui du coup en explique, qui entraîne des choses. Je trouve ça super. Enfin, pour moi, c'est la grosse découverte de l'atelier. Vous pouvez peut-être nous dire dans le chat ou ouvrir vos micros pour vous dire ce qui vous a le plus marqué, ce qui vous interroge là, des questions peut-être pratiques. Et puis après, moi, j'ai envie de terminer avec que Magali, tu nous rebrosses en résumé, et toi, tes outils et tes clés concrètes. Oui, alors avant ça, je veux juste rapidement, parce qu'on a débordé, mais juste... Comme par hasard. Oui, c'est étonnant. Hein, je m'attendais à ça, je m'étais dit jusqu'à 22 heures. Je voudrais juste ajouter la troisième caractéristique que je vous présentais tout à l'heure, sur laquelle je me suis appuyée pour réfléchir à la façon dont les neuroatypiques réagissent au temps, c'est l'hypersensibilité. Ils ont besoin d'éprouver l'instant. Ils ont besoin de ressentir l'instant. Donc, en fait, quand ils sont dans l'instant, ils le sentent tellement, ou ils ont besoin tellement de se ressentir et de ressentir les choses qu'ils ne voient pas le temps passer. Ils se mettent dans leur tâche, ils éprouvent la chose à fond et donc ils ne voient pas le temps passer. C'est souvent des passionnés, ils sont pris par leur sujet et je suppose que ça vous arrive comme moi de vous mettre dans une tâche et puis si je regarde pas, si je n'ai pas l'œil sur l'heure, je peux me retrouver, je ne sais même plus si je suis le soir, le matin, l'après-midi, tellement je suis dans mon sujet. Et ils ne ressentent pas la fatigue. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que ce sont des sujets qui font souvent des burn-out, alors bon, pas plus que les autres en termes de pourcentage, mais ils ne ressentent pas la fatigue. Quand ils sont stimulés par quelque chose, ils vont oublier leur corps. Mais leur corps les rappelle à l'ordre. Donc, l'un des conseils, bien sûr, que je donnerais, c'est d'être toujours très attentif à son corps, de faire du sport, d'être attentif, de mettre vraiment le corps en priorité. Ça fait partie des outils que je répète très, très souvent, parce que le corps, l'esprit ne ressent pas la fatigue, mais le corps, au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. Magali, c'est ce qui fait que l'autre jour, et j'en suis contente, mais la séance que j'ai faite avec ma cliente, alors qu'on était toutes les deux fatiguées, on s'est retrouvées énergisées parce qu'en fait, c'était nos cerveaux qui turbinaient, alors qu'en fait, notre corps, donc en fait, l'histoire de dire j'étais en forme, oui, mais cérébralement, donc attention, derrière, se reposer, quoi. C'est ça. Et on pense... on est toujours en train de tout faire avec la pensée, avec nos émotions et notre pensée, mais on oublie qu'on a un corps. Donc ça, c'est capital dans notre rapport au temps aussi. Comment dire ouais, c'est vraiment d'être toujours attentif à mettre le corps en priorité dans ces temps de pause dont je parle. C'est pour ça que je dis aller marcher, aller faire du sport ou aller faire du vélo ou bouger. Mais c'est super important de faire des coupures comme ça.
Par rapport à l'hypersensibilité, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont aussi dans la difficulté de différer le désir. On a envie de quelque chose, il faut qu'on le fasse tout de suite. Hein. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure Julie. J'ai un mail qui arrive, j'ai un truc qui arrive, une info qui arrive, je la prends comme ça, et même si je suis en train de faire un autre truc, je ne sais pas dire non, je suis curieuse, donc j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et puis, dans ce côté hypersensible, il y a aussi le fait qu'on a besoin d'être stimulé et la routine est insupportable. Donc là aussi, si on fait quelque chose de routinier, je vois Isabelle qui acquiesce. Effectivement, c'est difficile d'être dans une routine, dans quelque chose toujours pareil, c'est insupportable. Donc il nous faut trouver des choses pour que la routine ne soit pas une routine, quoi, ou de ne pas être dans une routine. Ou alors il faut changer sa routine régulièrement. Et puis, bien sûr, dans l'hypersensibilité, il y a aussi cette angoisse de l'avenir qui fait que on est toujours là à vouloir contrôler parce qu'on a tellement peur de ce qui va se passer, de l'inconnu qui vient, que voilà, on est toujours dans cette angoisse de ah là là, qu'est-ce qui se passe? Donc on veut contrôler à tout prix. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai dit l'essentiel là. Par rapport à l'hypersensibilité, voilà les répercussions que ça peut avoir sur notre rapport au temps. J'ai envie de vous proposer d'ouvrir vos micros. Dans le chat, voilà, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante de vos retours, de lire que l'atelier est très intéressant et que le contenu vraiment est de qualité et que vous vous sentez moins seul. J'ai créé la tribu pour ça, donc vraiment, je suis très heureuse de vous lire. N'hésitez pas à faire venir du monde pour écouter les replays, pour venir dans les prochains ateliers. Parce que voilà, ensemble, on va plus loin, on va plus vite aussi, et ça nous plaît. Ouais. et on se sent vachement... Ça veut dire qu'on peut faire plus de trucs? Ouais. On peut doubler la to-do list? C'est ça, t'as le droit. Donc, on va ouvrir les micros. Si tu veux bien nous mettre tu nous mets en mosaïque, Magali? Alors, je voulais... Attends, c'est moi qui ai la main, d'accord, c'est pour ça. Je voulais vous partager la dernière diapo avec les solutions et le résumé. Ah, ok. Alors, attends, je te réépingle. Hop. Ok. C'est bon? Ouais. Vous voyez là? Yes. Voilà. Donc, dans les solutions, bien sûr, c'est le besoin de structure et de cadre. Quand on est à haut potentiel, on a vraiment besoin de structure et de cadre. C'est pour ça que je vous invite à avoir des outils d'organisation, à bien structurer votre temps, à ne pas multiplier les agendas. Ça, c'est l'erreur fatale et ce n'est pas que pour les HPI. Mais en tout cas, on a vraiment besoin de structure et de cadre dans tout ce qu'on fait. On limite le temps, même si on n'a pas tous les jours les mêmes journées. Il faut que vous trouviez votre structure avec les outils qui sont les meilleurs pour vous. Il n'y a pas une solution. Chacun doit trouver ses outils. Il en existe tellement aujourd'hui. Quelle organisation? Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous vous faites aider? Est-ce que vous déléguez des tâches, etc. Se centrer sur l'instant, bien sûr, ça, j'y reviens, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est quand même une clé essentielle de revenir toujours à l'instant. Qu'est-ce que je vis dans cet instant? Qu'est-ce que je ressens? Surtout, se centrer sur le corps, ce que vous sentez dans votre corps. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à vraiment vivre l'instant. C'est revenir au corps et au mouvement. Et demander de l'aide, ne pas hésiter à demander de l'aide parce que bien sûr, on est souvent, surtout quand on est entrepreneur solo, demander de l'aide parce que ce n'est pas toujours évident de faire tout seul et de penser tout seul, donc il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et en résumé, voilà, ma citation à moi, c'est « Si tu apprends à vivre et à accueillir chaque instant intensément, alors tu seras toujours heureux. » Et j'insiste sur le « intensément ». Pour moi, c'est vraiment une clé et c'est ma façon de vivre aujourd'hui. C'est vraiment d'accueillir chaque instant intensément, même si je suis fatiguée, même si j'ai envie de faire autre chose parce que j'avais prévu ceci, cela. Je suis dans l'instant et je le vis le plus intensément possible et j'y suis. Et du coup, ça donne une autre dimension à ce que je vis et à ce que je fais. Donc, identifier son fonctionnement, faire un état des lieux, comme je vous disais tout à l'heure. Voyez ce dont vous avez besoin par rapport à tout ce qu'on a évoqué. Voyez ce qui vous paraît le plus important là où vous en êtes et peut-être de faire un scanner de comment vous fonctionnez aujourd'hui et du nombre de choses que vous faites dans une journée ou dans une semaine. Les freins qui sont les vôtres, les atouts qui sont les vôtres, puisqu'il faut voir aussi ce que vous êtes mieux capable de faire. Être focus sur un projet, bien évidemment. Partager avec votre entourage. Alors, partager avec votre entourage, pour moi, ça veut dire expliquer à votre entourage
personnel ou professionnel, comment vous fonctionnez, pour qu'ils comprennent pourquoi vous fonctionnez comme ça, pourquoi vous avez tel type de réaction. C'est important de parler et de dire votre fonctionnement par rapport au temps. Se faire aider, j'y reviens. Tester des outils, puis les sélectionner. Il faut tester des choses sur un temps et puis choisir, mais vraiment se structurer. Accepter de perdre du temps pour en gagner. Vraiment, ça, pour moi, c'est essentiel aussi. Accepter de perdre du temps pour en gagner. Et prendre des temps de retrait. Ça, j'ai mis entre parenthèses que ce sont les bénéfices du confinement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte grâce au confinement qu'ils avaient besoin de s'isoler et que ce temps d'isolement, pour les neuroatypiques, c'est très précieux. On a l'impression que parce qu'ils sont empathiques, ils sont toujours en besoin de contact avec des autres. Mais s'ils ne se ressourcent pas, s'ils ne font pas ces temps de retrait, s'ils ne respectent pas leur besoin de s'isoler parfois, de se couper des réseaux ou de passer du temps tout seul, alors au bout d'un moment, le burn-out pointe son nez, c'est évident. Donc, prendre des temps de retrait, comme je le disais aussi, à la fois dans la journée et peut-être se dire, un week-end, je m'en vais toute seule ou je me prends des temps toute seule. Voilà. Waouh, on va passer en mosaïque, comme ça on va pouvoir poser des questions avant qu'on C'est moi qui dois faire ça? On va le faire toi et moi, comme ça on ne sait jamais dans le doute pour l'enregistrement. Voilà. Dis-moi, c'est bon? C'est bon. Ok. Allez-y, vous pouvez ouvrir vos micros. Hein. Ouvert. Est-ce que vous avez... voilà, allez-y. Hein. Est-ce que vous avez... Le temps de la conclusion. Voilà, qu'est-ce qui vous a le plus... Les 10 heures. Voilà, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous avez une question qui vous reste, quelque chose, allez-y et on clôturera là-dessus. Moi, je serais bien embêtée pour dire ce qui m'a le plus marqué. J'ai trouvé que tout était intéressant et très pertinent. Et justement, j'ai retrouvé des choses dans mon fonctionnement, le perfectionnisme, le contrôle, l'hypersensibilité, le fait de faire plusieurs choses en même temps. Ça m'explique et ça me parle plus. Et je trouve, et donc, effectivement, ça me paraît difficile de dire « Ah, je préférais ça. » Non, c'était un tableau complet, pertinent et précis. Donc, merci. Merci Isabelle, merci beaucoup. Bon là, on va pas pu aller plus loin dans les exercices. Oui, mais déjà, ça vous amène à réfléchir. Mais bien sûr. Merci. Ouais, j'adhère à ce que dit Isabelle. C'est un gros challenge pour former aussi sur la gestion du temps, d'amener toutes ces infos là en 2 heures. Moi, s'il y a une question qui me reste, c'est celle du... Quelle est la part spécifique des HP ou du neuroatypisme? Et je ne vais pas te demander, Magali, de commencer une réponse à 22 heures, parce que je pense que c'est une question qui est de toute façon un peu métaphysique et qui reste, mais quelle est la part en fait réelle dans ces fonctionnements-là du neuroatypisme ou de choses qui vont être parsemées chez les uns et chez les autres? Et ça rejoint une question assez récurrente chez moi. Alors, j'ai souvent écrit dans le chat, ah bah tiens, moi aussi, ça fait du bien de se sentir moins seul et de voir qu'on a des fonctionnements, enfin que d'autres personnes fonctionnent comme soi. Et en même temps, moi, une des choses que j'ai constatées au fil du temps, c'est que quand on est neuroatypique, alors je ne sais pas si je le suis, parce que je n'ai jamais fait de diagnostic ni rien, mais j'ai l'impression que c'est une forme de norme, en fait. Et ça, parce que peut-être 80% des gens autour de moi sont comme ça. Et donc, quand je vois des personnes qui ne sont pas comme ça, je me dis, ah oui, donc en fait, c'est peut-être mon environnement à moi, et c'est peut-être mon microcosme qui est... Vous êtes mignonnes toutes les deux, là. C'est peut-être mon microcosme, et effectivement, comme qui se ressemble s'assemble, et peut-être qu'effectivement, on se retrouve à considérer quelque chose comme normal qui ne l'est pas. Mais voilà, dans tous ces éléments de rapport au temps, je m'interroge sur est-ce que c'est vraiment lié au neuroatypique ou est-ce que justement le fait d'être neuroatypique, c'est ce on va agglomérer plus de choses de rapport au temps qu'on peut retrouver peut-être chez tout le monde. Alors, je peux te répondre là-dessus sur le fait que moi, en fait, c'est ma vision clinique.
Et c'est le résultat de l'expérience de mon parcours, puisque très tôt, j'ai enseigné la gestion du temps à une époque où je ne savais pas que j'avais ce fonctionnement-là et où ça m'intéressait. Et donc, j'ai enseigné les choses d'une certaine façon. Et depuis que je connais mon profil et que j'ai évolué dans ce domaine et que j'accompagne beaucoup de gens qui ont ce profil, j'ai observé, j'ai eu envie de chercher comment c'était différent pour eux et puis comment c'était différent pour moi, comment je pouvais mieux comprendre aussi mon fonctionnement que je n'avais pas observé avant. Donc, ça n'est que le fruit de mon expérience et mes observations, tu vois, ce n'est pas lié à des études, mais c'est pour ça que je l'ai rapproché de ces 3 caractéristiques qui sont présentes donc, chez les HPI, donc, qu'on a évoqué pendant l'exposé, parce que je pense qu'effectivement, il y a un lien qui rend les choses plus présentes encore, mais bien sûr, comme je le disais au début, il y a plein d'éléments qu'on a abordés, qu'on retrouve chez les neurotypiques aussi. Ce n'est pas que neuroatypique. Et puis la gestion du temps, tout le monde a à s'interroger sur son rapport au temps. Mais il y a, je pense, ces particularités. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais je pense que à partir de ces caractéristiques-là et de leurs conséquences sur notre comportement, on peut retrouver un rapport au temps avec quelques points précis qu'on a vus, mais chacun va le vivre d'une façon plus ou moins aiguë ou très différente. Comme tout à l'heure, on disait, Anne, elle a besoin de se projeter à l'avance dans le temps par rapport à ce qu'elle a à faire, là où moi, par exemple, je suis souvent dans il faut que je sois proche du terme, ou pour certains sujets, non, je m'y prends longtemps à l'avance, mais chacun va raisonner, bien sûr, chacun va trouver ses clés. Mais en tout cas, il y a du commun. Il y a du commun, il y a des choses qui sont amplifiées par ce côté neuroatypique. On active la perfectionnite dans ces points dans tous ces points qui peuvent être communs à l'humanité, nous on monte le curseur. C'est ça. C'est pas ça. Il y a plus d'exigence, et cette exigence, parfois, elle a des effets très positifs, mais parfois, elle nous encombre. Et donc, l'objectif, c'est de se connaître mieux pour pouvoir atténuer. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand je te disais, moi, les majuscules et les points et les machins que je vois et je ne peux pas m'empêcher, aujourd'hui, j'ai un petit peu travaillé sur moi quand même. Je laisse passer plus facilement selon les contextes, selon ce que je fais. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave. Alors qu'avant, j'étais incapable de me dire, c'est pas grave. Quoi que ce soit, il fallait que ce soit nickel. Donc, le travail que j'ai fait m'a permis d'arrêter un peu ce contrôle-là et de me dire, bon, et quand bien même, c'est pas bien grave, quoi. Voilà. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Je m'autorise les fausses notes. Et moi, je m'autorise de ne pas tenir le timing des ateliers. Voilà. Donc, Mais on peut clôturer quand même. Voilà, on va clôturer. En tout cas, un grand merci, Magali, pour tout ce que tu nous as transmis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux participantes, celles qui étaient là au début, qui sont parties en route, celles qui sont encore là, parce que c'est parce que vous êtes là que les ateliers sont chouettes. Avec Magali, on se connaît très bien et on peut s'appeler que toutes les deux, mais ça n'a rien à voir. Donc, merci de votre présence qui permet ça, qui va permettre à d'autres de profiter de ce qui a été transmis. Voilà, j'ai juste envie de dire merci. Et si vous voulez, on peut finir par un petit tour avec une météo, juste un mot, si ça vous a dit, et comme ça, après, on se dira au revoir. C'est quand le prochain atelier? Alors, en fait, maintenant que vous êtes inscrits, parce qu'en fait, l'idée, quand je vous envoie sur mon site, c'est que du coup, vous inscrivez, comme ça, après, vous êtes dans ma base mail et vous allez recevoir un mail qui va bien avec le programme, et voilà. Super. Merci. Et tu peux retrouver sur ton espace membre les replays des autres. Et voilà. Après, il faudra à chaque fois s'inscrire sur le Zoom. Ça nous permet de savoir combien on a de monde. S'il faut qu'on s'agite un peu partout pour qu'il y ait un peu plus de monde, plus on est, plus les échanges sont enrichissants. Donc, n'hésitez pas à transférer, à inviter vos contacts. Et moi, vous pouvez trouver mon actualité sur mon profil Facebook ou ma page Facebook. Oui, bien sûr. Oui, Magali Barcelot Pro, Vivement Maintenant ou juste Magali Barcelot. Enfin, vous me trouverez sur les réseaux. Tout à fait. Merci de le dire. Des conférences ou des ateliers gratuits sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez suivre. Oui, j'ai la voix de la perfectionniste qui dit aïe, mais tu justement, d'habitude, tu le dis et là, tu ne l'as pas dit.
C'est très bien. Maintenant, moi aussi. Donc, le mot moi, j'ai envie de dire lune pour ma météo. Voilà, ce n'est pas la météo, mais c'est mon côté rebelle. lune. Pleine lune, C'est la pleine lune, là. Il faut lancer des intentions, c'est ça? il paraît. Et vous voulez laisser un petit mot lunaire ou météo ou si vous ne le sentez pas, il n'y a pas de... Survolté, mais à l'intérieur. Comment? Survolté à l'intérieur. Survolté. Pleine lune qui m'amène à un gros nettoyage entre hier, aujourd'hui et peut-être demain. Ah, pour le moment, c'est maintenant. Mais pour le moment, c'est voilà. Et pour le moment, ça nettoie profond. Ça me renvoie à surdoser, puisque moi, c'est mon terme préféré pour les surdoués. Je préfère parler de surdoser. Hein, on est plein, on est rempli. Moi, j'adore ce terme-là. C'est un artiste qui, un jour, dans une conférence, je participais au congrès d'Ouance, il était invité, donc c'est Jörg Pfeffer, je ne sais jamais dire son nom, qui est auteur, compositeur, chanteur. Et lui, il disait, moi, mon terme préféré, c'est les surdosés. Et j'ai adoré, depuis, je dis ça. J'aime bien parce qu'on est dans cette intensité, puis c'est avec ça que je suis et que je vous laisse ce soir l'intensité d'avoir porté mon message et d'avoir partagé avec vous et de me sentir vivante pour ça. Voilà. Un grand merci. On va finir sur cette phrase surdosée. Je trouve que c'est parfait. Surdosé. Je vous dis bonne nuit et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Et voilà. Au revoir tout le monde. Salut tout le monde.